Bonjour, merci de vous être joindre à nous pour ce premier meet-up qu'on organise au nom d'Estrie. Soyez les bienvenus. Je me présente rapidement. Gaëlle Bousmans, je suis responsable de recrutement interne et de la marque employeur. Et je m'occupe de plein de petits projets divers et variés. Ce que je voulais vous proposer pour ce premier meet-up, on va faire passer un micro. Chacun va se présenter, nom, prénom, chacun va dire pourquoi il est là. Et on va essayer d'être court quand même, parce qu'on est une petite quarantaine, donc soyez efficaces. Donc Paul, tu peux faire passer le micro. Non, c'était une petite blague. Non, c'était pour détendre l'atmosphère, c'est une blague. C'est une blague, non. J'aime beaucoup, t'es très volontaire, c'est cool. Non. Mais par contre, je pensais que c'était quand même intéressant de vous communiquer les profils des personnes qui sont ici aujourd'hui. On a des profils très différents, diversifiés. Des project managers, des freelances, des CEO de petites entreprises, ressources managers, des consultants recrutement, un innovation manager, responsable relations entreprises, stratégie, DRH, RH, ethnographe. Voilà, bienvenue. UX designer, VP engineering, etc. D'entreprises aussi très diversifiées. Voilà, je voulais vous communiquer cette petite info avant de vous présenter nos speakers, Laetitia Vito et Samuel Durand. Merci beaucoup de venir participer à cet événement avec nous et de passer la parole à Claire tout à l'heure et de vous montrer un petit peu le planning de la matinée. On a commencé avec un peu de retard, c'était... Voilà. Désolée. Et on va vous parler de la fin d'un modèle, ou comment on passe du contrat de labeur au contrat d'ouvrage avec Laetitia, et Samuel aussi d'ailleurs. Et on va vous expliquer un petit peu, on va essayer de décrire la transformation de l'organisation de travail et de son environnement. Et on va parler aussi un peu plus des freelances qui sont les pionniers du contrat d'ouvrage. Voilà, merci d'être venus. Je passe la parole à Claire. Bonjour à tous, merci beaucoup de participer aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger avec nos partenaires, qu'ils soient clients, fournisseurs ou candidats ou experts. Donc merci de votre présence. Donc je m'appelle Claire Bonenfant, je suis dirigeante d'S3. Je pense que c'est bien de rappeler ce que l'on fait, notre métier. Notre métier, c'est tout simplement de connecter des talents pour construire l'avenir des entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc, ce sont des talents soit freelance, soit des talents qui cherchent un contrat permanent. Donc voilà, tout type de talents. Pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui? Il y a 3 raisons. La première, c'est que nos clients, dont certains sont ici, sont de plus en plus nombreux à se poser la question de comment je vais adapter ma structure aux enjeux des nouvelles générations, comment je vais adapter ma structure au fait que j'arrive plus à recruter uniquement des talents permanents et que du coup j'ai une proportion de freelance de plus en plus importante. Et du coup, comment je gère ça en termes de talent management, etc. On a aussi une deuxième raison qui est qu'on a de plus en plus d'experts avec lesquels on travaille qui nous disent « je veux être indépendant, je veux être freelance, je veux décider de quand je travaille et où je travaille ». Et justement, ça, c'est un enjeu aussi sur lequel on veut les accompagner. Et puis le troisième, c'est plus personnel et c'est lié à notre structure S3. Moi, personnellement, j'habite Saint-Malo, donc le télétravail, c'est mon quotidien. On mène aussi une transformation, nous, une réflexion profonde de voir comment on peut adapter notre structure aux enjeux de demain. On a eu des générations très jeunes chez nous, puisqu'on a un âge moyen en dessous de 30 ans. Et donc, ces problématiques que vous êtes nombreux à vous poser ou à vous questionner, on est en plein dedans. Donc, pour nous, ça fait plaisir d'échanger avec vous aussi pour continuer à apprendre tous ensemble sur ces sujets-là. Et je trouve ça passionnant de vous avoir là tous les deux pour nous guider. Donc, voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Vito. Alors je vais commencer parce que cette histoire de contrat de labeur et de contrat d'ouvrage, ça mérite quand même quelques petites explications. Et puis ça va être un peu le framework qu'on va utiliser tout au long de la matinée. Du coup, je pense que c'était important que je commence en fait. Parce que en fait, donc, ce framework, je l'ai développé dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle Du labeur à l'ouvrage. Et en fait, l'idée principale, c'est que on parle beaucoup de crise du travail, on parle beaucoup de transformation, de transition, puis finalement on parle toujours de choses différentes.
On parle de révolution numérique, mais on parle aussi de crise des bullshit jobs. Mais est-ce que tout ça est lié? Est-ce que c'est pas lié? Est-ce que tout est lié au numérique ou pas? Et donc, en fait, j'ai essayé d'apporter une petite perspective un peu plus historique sur la crise ou la transition que nous traversons. Et cette transition, elle vient du fait que, enfin, disons que quand on parle de travail, on a un modèle qui est dominant dans notre tête, qui est celui du salariat de l'ère industrielle. Et c'est une construction très récente qui date du milieu du XXe siècle, donc il y a beaucoup moins d'un siècle, et qui était construit ou bâti autour de l'organisation scientifique du travail, et qui a donné naissance à une autre construction qui est un contrat entre un employeur et un travailleur, qui était extraordinairement vertueux et puissant, et que j'appelle le contrat de labeur. Alors pourquoi labeur? Labeur, c'est un mot négatif évidemment sur le travail. C'est comme le travail d'ailleurs. Travail, c'est torture, c'est tripalium en latin. Donc il y a tout quelque chose de très négatif. Alors que ouvrage, on est dans un autre univers. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce contrat de labeur, il reposait sur l'idée qu'en échange de la division du travail, donc ça c'est vraiment le pilier de l'organisation scientifique, c'est des métiers, des travails morcelés, des tâches très clairement délimitées, limitées, définis, prédéfinis par vous, et où vous n'avez pas tellement le choix quant à la manière de les faire, parce qu'il y a une meilleure manière de faire, one best way. Ça, c'est la division du travail. Ça va aussi souvent avec une organisation qui, du coup, est bureaucratique, très hiérarchique, etc. Donc, division du travail plus subordination, donc obéissance à un chef, hiérarchie très stricte, etc., égal, en échange, en contrepartie, vous aviez un agrégat, j'appelle ça en anglais le bundle, un bundle d'avantages multiples et divers, qui était évidemment un salaire, mais avec ce salaire une stabilité, une promesse de stabilité économique, de revenus futurs, avec la possibilité tout d'un coup de prouver votre solvabilité. Et donc, innovation du XXe siècle, c'est le crédit bancaire qui vous permet d'emprunter de l'argent pour acheter une maison, même quand vous n'en avez pas d'argent. Donc sur la base de vos revenus futurs. Ça, c'était nouveau. Les banques ne prêtaient qu'à des gens qui avaient du patrimoine auparavant. Donc il faut garder ça en tête, c'est vraiment une innovation assez radicale. Donc accès au logement, y compris pour louer d'ailleurs, mais aussi un ensemble, un éventail d'éléments de protection sociale. Donc protection de santé, retraite, donc des revenus différés, des revenus futurs, mais des nouveautés comme tout au long du XXe siècle, des congés payés, des congés maternité, des congés. Alors c'est différent d'un pays à l'autre, tout le monde n'a pas le même package, mais néanmoins il y a des éléments de ce package dans pratiquement tous les pays de l'OCDE. Et puis à travers des syndicats puissants, une identité politique, une voix pour défendre ses intérêts de manière souvent assez virulente, et donc un partage de la valeur qui était très très positif pour les salariés, donc une promesse d'enrichissement. Et en fait, en valeur relative, les travailleurs des années 60 avaient une part plus importante de la richesse créée qu'ils n'en ont aujourd'hui. Donc, parce qu'il y avait des gens qui défendaient leurs intérêts, il y avait un rapport de force qui était plus équilibré qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, ça donnait aussi une identité, je l'ai peut-être déjà dit, une identité politique dans le package. Et promesse de revenus meilleurs dans le futur, promesse d'une ascension sociale pour ses enfants, possibilité d'envoyer ses enfants à l'université, par exemple dans le cadre américain. Et donc tout ça, ce bundle d'avantages multiples, rendait la division du travail et la subordination parfaitement acceptable. Mais ce n'est pas parce que dans les années 60, on trouvait la division du travail absolument fabuleusement épanouissante, ni qu'on trouvait ça génial d'avoir un boss tyrannique. Mais simplement, les avantages, les contreparties étaient absolument irrésistibles et ont fait l'objet de constructions d'institutions puissantes qui ont permis un meilleur équilibre des forces en présence. Ça peut sonner un peu marxiste, mais ça se mesure économiquement, avec des mesures d'inégalité entre les 10%, le décile tout en haut, le décile tout en bas. Donc tout ça, c'est des réalités économiques, donc même sans avoir de vision de classe autour de ça. Et du coup, ce contrat de labeur, il n'a pas été énormément remis en question. Mais il a commencé à être remis en question finalement assez tôt, parce que ça fait à peu près 40, voire 50 ans qu'il est progressivement mangé. Alors, tout doucement, ça a commencé tout doucement. Progressivement, tous les éléments de ce bundle commencent à disparaître ou à se désagréger, petit à petit, y compris pour les salariés. Alors, parce que
paupérisation relative un peu plus forte, c'est-à-dire le partage de la valeur se fait de manière moins forte, parce que certains éléments de protection sociale ne sont plus présents, pour tout un tas de raisons. Pourquoi 40 ans ? Parce que la mondialisation, ça a vraiment commencé il y a 40 ans. Le chiffre clé, c'est 1966, c'est la création la standardisation et la dissémination du conteneur. Et c'est vraiment la date à partir de laquelle, tout d'un coup, les échanges internationaux ont explosé. Et ça a amené très vite, dès les années 70, à une désindustrialisation. Or, c'est dans l'industrie qu'on avait créé le contrat de labeur et qu'on a essayé de le répliquer après ailleurs. Donc, désindustrialisation dans tous les pays, Angleterre, etc., qui a commencé à s'accélérer dans les années 70, 80, 90. Ensuite, on a eu la financiarisation de l'économie. Dans les années 90, c'est la naissance de l'idée ou de la conviction que vous allez être au chômage un jour. C'est à partir de là que tout le monde, cadres, ouvriers, etc., on commence à se dire, voilà, la stabilité de l'emploi, c'est quelque chose qui n'existe plus. Les grandes entreprises ne peuvent plus promettre l'emploi à vie, il n'y a plus ce contrat de stabilité sur toute une vie. Il y a ce phénomène du chômage de masse qui fait son apparition dans les années 90, et puis la peur et l'anxiété qui va avec. Ensuite, révolution numérique. Mais vous voyez que c'est la dernière étape d'une transformation qui est déjà plus profonde et qui a accéléré un certain nombre de tendances qui ont commencé auparavant. Donc on va beaucoup parler de numérique, de plateforme, de freelancing, etc. Mais c'est vraiment, il faut comprendre que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus long. Et donc aujourd'hui, on questionne le contrat de labeur parce que, faute des contreparties habituelles qui se désagrègent petit à petit, eh bien on se dit pourquoi accepter la division du travail ? Pourquoi accepter la subordination ? Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que finalement, pourquoi devrais-je accepter un travail aliénant, un emploi de 9h à 18h sans la moindre liberté, la subordination et un manager horrible, et toutes ces choses-là, si finalement à côté ça n'en vaut pas la peine. En fait, ça n'en vaut pas la peine. Et du coup, le phénomène des bullshit jobs, donc l'expression vient de cet anthropologue David Graeber, qu'il a sorti dès 2013 dans un article provocateur, et ça a fait mouche. Et les gens se sont sentis profondément touchés par cette expression. Bon sang, mais c'est bien sûr bullshit job, c'est exactement moi. Et en fait, 40% par exemple des Néerlandais se sont identifiés avec ce concept dans un sondage de grande envergure qui a été mené par Gallup ou YouGov. YouGov, c'était au UK. Et du coup, voilà, la crise de sens, toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, ça s'inscrit dans une remise en question de ce contrat de labeur. Mais pour autant, le problème, c'est que voilà, l'enjeu n'est pas seulement le sens le rejet de la division du travail ou le rejet de la subordination, c'est aussi la recréation d'un bundle qui fonctionne pour les travailleurs. Parce que donc, c'est des sujets qui vont avec, qui sont des sujets de comment on fait évoluer la protection sociale, comment on recrée des syndicats de demain, comment on recrée des institutions comme la formation, les congés payés, etc., quand on a de plus en plus de gens qui finalement sont sortis du système ou n'y sont jamais entrés. C'est ça, et ben, je n'y suis jamais rentré, c'est la transition parfaite. J'aurais pu passer directement aussi au salariat. Donc pour me présenter, en fait, j'avais un parcours qui était plutôt classique. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Après, je rentre en école de commerce. Et là, au bout de 2 ans d'école de commerce, on doit faire quelque chose qui s'appelle l'année de césure et qui généralement, c'est 2 fois 6 mois de stage dans des grandes entreprises, des petites entreprises, des startups, peu importe. Mais on va vers des stages, puis après une alternance, et puis un premier emploi, et on se dirige vers le salariat. Et donc, il y a à peu près 1 an, je regardais les différentes offres de stage, un peu comme tout le monde sur les job boards, et il n'y en a pas une seule qui me faisait rêver, pas une seule dans laquelle je me projetais vraiment, où je me disais, j'y passerais bien 6 mois, là, ça me plairait bien. Je me sentais pas vraiment d'y aller du tout. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible. Et en fait, tous mes camarades, tous mes amis se faisaient une réflexion que moi j'avais pas, qui était de dire, je vais faire quelque chose qui me plaît pas, mais dans 6 mois, ça m'ouvrira d'autres portes, je pourrais faire autre chose qui me plaît plus. Et puis en fait, ou autre chose qui me plaît pas encore, mais 3 ans après, peut-être que je pourrais faire quelque chose qui me plaira enfin. Et puis bon, 6 mois ça va, je peux poser 5 jours, et puis l'été c'est bientôt, ça va. Donc en fait, il faisait une séparation entre le temps de travail et le temps de réalisation de soi, de profiter. Je travaille la journée, je profite le soir. Ma journée démarre à 19h. Je travaille la semaine, je profite le week-end. L'année versus l'été. Et moi, cette réflexion-là, je ne comprenais pas. Ça me paraissait complètement étranger. Je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc je me suis dit, en fait, c'est pas tellement les stages qu'on me propose qui me plaisent pas. C'est plutôt l'idée même de salariat, l'idée de rentrer dans ce lien de subordination et d'avoir des choses dans lesquelles je ne me réalise pas profondément. Donc si le travail d'aujourd'hui ne me plaît pas, je vais aller explorer le travail de demain.
Et c'est comme ça que le projet Going Freelance est né. L'étude du travail de demain à travers 6 mois de rencontres dans 13 villes du monde, une dizaine de pays, pour faire une centaine de rencontres et rencontrer ces nouveaux travailleurs qui sont les freelances, qui sont les télétravailleurs, et aller comprendre toutes les meilleures pratiques de collaboration entre freelance et entreprise, et ressortir ces meilleures pratiques, les diffuser ensuite avec des articles de blog, avec un rapport d'études qui est sorti là il y a 2 semaines, et à travers des prises de parole aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était ma façon de rejeter le contrat de labeur pour passer à un contrat d'ouvrage, mais il y a plein d'autres façons. En fait, chacun a une possibilité de rejeter ce contrat de labeur pour trouver une meilleure situation. Et au cours de Going Freelance, j'en ai rencontré énormément. J'ai rencontré une trentaine de freelance, voilà, et chacun avait vécu un petit peu ce passage-là aussi. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, qui était à Chicago. Il s'appelle Gordon, et Gordon, il a fait 8 ans dans une agence de communication à Chicago en tant que community manager. Et pour 6 missions, 6 projets qui lui étaient confiés, il y en avait 2, il adorait, il s'éclatait. 2, c'était moyen. Et puis 2, c'était franchement l'enfer. Il détestait, c'était l'horreur, il délivrait tout le temps en retard. Vous imaginez bien, si fan de mode, fan de luxe, on le fait travailler sur le community management pour des quincailleries, il n'aimait pas la même ardeur, il n'avait pas autant de plaisir dans son ouvrage. Dans son travail, du coup, pour le coup. Et donc, il a décidé de quitter en fait cette entreprise et de se lancer en freelance. Et pour lui, ça a été la révélation, parce qu'il a continué à faire exactement la même chose qu'avant. Il faisait le même métier, mais il le faisait pour lui, à sa façon. Il pouvait choisir ses clients, choisir ses missions, et ça a été fondamental. Il a pu travailler à distance, il a pu choisir surtout la façon dont il travaillait, et donc il est passé du labeur à l'ouvrage de cette façon-là. Donc le freelancing, qui peut être redécouvrir son métier, peut passer par le freelancing. Il n'y a pas que le freelancing, on peut aussi passer à une autre forme de salariat. Dans mes rencontres, du côté de la Californie, j'ai rencontré Barbie, qui était DRH de Netflix, et son travail lui demandait de se déplacer 3 à 4 heures en voiture chaque jour pour se rendre à Los Angeles. Donc elle avait une petite fille à ce moment-là, et c'était un enfer. 3-4 heures, c'est horrible. Et c'est pas une vie. Et donc elle s'est dit, j'arrête ça. Elle est devenue Chief Culture Officer chez GitLab, qui est une entreprise qui dès le départ en fait n'a jamais eu de bureau. Ils sont 450 à travailler en télétravail depuis chez eux, depuis des cafés, des espaces de coworking, peu importe. Et elle est passée du coup d'un salariat traditionnel, même franchement horrible, 3-4 heures, c'est pas une vie, à un salariat où elle pouvait travailler depuis chez elle. Elle était salariée, mais elle avait ses objectifs, elle les atteignait quand elle voulait. Si elle voulait s'occuper de sa fille le vendredi matin et puis travailler le samedi soir, c'était sa vie. Et puis depuis chez elle surtout, et ça a tout changé. Donc il y a vraiment plusieurs façons de passer du labeur à l'ouvrage. Oui, il faut, parce qu'on va beaucoup parler des freelances, parce que d'abord on est tous les deux freelance, qu'on s'est rencontrés d'ailleurs dans le cadre de ton exploration Going Freelance, et puis parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. Pour autant, c'est vrai que c'est important d'insister là-dessus, le passer du contrat de labeur au contrat d'ouvrage, ça ne veut pas forcément dire, tu l'as dit, devenir freelance. Et il y en a beaucoup qui en fait arrivent à réinventer ce contrat, à renégocier un certain nombre des éléments de ce contrat à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur du salariat. Donc moi je suis assez amie avec un monsieur qui s'appelle Raphaël Toby, qui a été la première vague des intrapreneurs et des intrapreneurs qui parlent d'eux, et il a lancé un mouvement d'intrapreneuriat chez Thales, une grande entreprise assez traditionnelle, etc. Et puis il a commencé à évangéliser d'autres entreprises là-dessus. Ensuite il est devenu freelance. Bon. Ensuite donc c'est peut-être un mauvais exemple en fait, mais il est quand même resté intrapreneur un certain temps, hein, et ça a quand même fonctionné. Et puis surtout, son activité de freelance, c'était d'évangéliser l'intrapreneuriat, en fait, et d'en parler. Et d'ailleurs, il vient de publier un article, si vous tapez son nom, hein, c'est THOBIE, sur l'intrapreneuriat, y compris l'intrapreneuriat washing. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'intrapreneuriat soit que au service de l'intrapreneuriat. Il faut qu'il y ait évidemment un vrai projet d'organisation, de transformation, un vrai purpose derrière. Mais du coup, cet article est remarquable, donc je vous le recommande, et c'est évidemment une des illustrations d'un contrat d'ouvrage qui peut se faire à l'intérieur d'une grande organisation. D'autres illustrations, c'est des transformations de l'organisation, évidemment, entreprise libérée, entreprise opale, on a toutes ces réflexions sur la gouvernance, sur des entreprises qui commencent à fonctionner autrement. Donc là aussi, il y a plein de choses remarquables qui ont été faites sur le sujet. Juste, je voulais rebondir sur ton histoire, parce que ton histoire, elle est très belle, et en même temps, quand tu me racontes le moment où tu regardes les offres de stage dans les grandes entreprises et que tu te fais « oh non ». Et en fait, on a tendance à penser que c'est un phénomène générationnel,
Et Samuel l'a bien dit, il est dans une toute petite minorité. Combien vous étiez dans votre promo à rejeter ces stages-là, cette forme de césure? Ouais, tu fais bien de le préciser parce qu'on était il y avait que moi en fait. Et la plupart de mes camarades sur 600, en fait, ils sont tous partis faire des stages à la Défense en costume ou ailleurs, hein, mais ils sont quand même rentrés du coup dans cette logique de salariat. Et donc c'est pas vraiment du tout un phénomène générationnel. D'ailleurs, dans les rencontres de Going Freelance, c'était aussi des personnes de tous les âges, hein, qui avaient parfois jusqu'à 65 ans, qui rejetaient le contrat après avoir passé 40 ans dans le labeur, à se dire je vais peut-être faire quelque chose maintenant qui a du sens pour moi. Il est peut-être temps. Exactement. Donc moi, je suis beaucoup plus vieille que toi. Enfin, on a une génération d'écart. Mais ce que tu as décrit sur ce que tu as ressenti en regardant les offres de stage. Donc moi aussi, j'étais en école de commerce. Moi aussi, j'ai fait une année de césure. Le sentiment de liberté que tu as pu avoir, je pense que moi, je ne l'avais pas. Mais j'ai fait déjà des choses qui étaient différentes. J'ai travaillé dans la culture, dans le cinéma, j'ai fait un stage chez MK2. Enfin, c'est une autre époque, hein, mais j'avais exactement le même ressenti. J'ai passé un entretien, j'ai passé des entretiens chez KPMG, chez EY, parce que je me dis bon, quand même, comme tout le monde, je me dis bon, faut faire un peu d'audit, faut faire un peu de conseil. Oui, et je mets les pieds chez KPMG, chez EY, je passe des entretiens et je vois la vie que j'aurais à passer ma journée devant une feuille Excel dans une tour à la Défense, en passant par cette station de RER A atroce. Je me dis non, c'est pas possible. J'ai mal au ventre en fait, un sentiment de malaise très profond. Une réaction. Donc nous sommes à la Défense. Voilà. Il n'y a pas que le RER, vous pouvez prendre le métro, c'est plus facile. Le métro est nettement moins horrible que le RER. Voilà, personnellement, c'est mon choix. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que par rapport à cette approche générationnelle, il faut avoir une certaine maturité et liberté d'esprit, de réflexion. Peut-être que toi, Samuel, tu as eu, pour différentes raisons, de savoir aussi se libérer du cadre dans lequel on a évolué. Et je pense que nous tous, dirigeants d'entreprise ou responsables de business unit, peu importe, on est confrontés à des gens qui, auparavant, je pense, posaient des questions comme ça vers 40, 50 ans, et maintenant se les posent de plus en plus rapidement. Vers 23, 25 ans, en dessous de 30 ans, de venir nous challenger et nous dire je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sens que quelque chose ne va pas. Et du coup, ma question pour vous, c'était, vous parliez du bundle qui est de plus en plus questionné par les gens, et justement, qu'il y a différentes manières de transformer l'organisation. Et selon vous, quels sont les points les plus critiqués dans ce contrat de labeur ou les plus problématiques par les collaborateurs? Est-ce que c'est les relations hiérarchiques? Est-ce que c'est le lieu de travail? Enfin, quels sont les points qui reviennent le plus en priorité chez les personnes avec qui vous avez pu échanger? Je crois que c'est assez propre à chacun, parce que chacun se fait une définition personnelle de la liberté. On dit tous je suis freelance ou je suis télétravailleur parce que je veux être libre, mais en fait derrière le concept de liberté, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre. Pour certains, ça va être la liberté géographique, travailler depuis Saint-Malo, travailler depuis l'autre bout de la France, de plus être à la Défense, de fuir ce RER A. Pour d'autres, c'est l'envie de pouvoir simplement travailler sur des projets qui nous correspondent, de fuir le lien de subordination où on nous impose un projet qui ne nous plaît pas, on nous impose une façon de le faire aussi qui ne nous plaît pas. On aimerait bien pouvoir fixer des objectifs et puis les atteindre à sa manière, et c'est ce que font les freelances. Souvent ils sont les meilleurs dans le travail en mode projet en fait, parce qu'ils fonctionnent que là-dessus, à l'objectif. Et donc je pense que le lien de subordination est souvent ce qui est le plus critiqué. Après derrière c'est tout ce qui va avec en fait, c'est imposer un lieu de travail, imposer des horaires fixes, imposer une façon de travailler, et c'est le phénomène des bullshit jobs dont tu parlais, Laetitia. C'est dire je n'ai pas de sens dans ce que je fais, je suis pas capable d'expliquer. Il y a une façade en fait, mais je suis pas capable derrière la façade d'expliquer ce qui a vraiment du sens, où est-ce que je crée de la valeur, et c'est peut-être ça en fait le plus grosse critique. Oui, alors la question du télétravail, elle est très importante et elle illustre énormément de choses en fait. Alors on parle des métiers de la connaissance, on parle des métiers des classes créatives. Évidemment, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas télétravaillables. Si vous faites le ménage, vous ne pouvez pas le faire à distance. Donc comme si vous servez un café à quelqu'un dans un café, vous ne pouvez pas non plus le faire à distance de chez vous de Saint-Malo. Donc on voit bien que d'ailleurs il y a une nouvelle dichotomie entre les emplois ou les tâches télétravaillables et les emplois ou les tâches pas télétravaillables. Donc ça c'est peut-être un premier point que je voulais soulever. Mais donc nous on parle là
pas délibérément des emplois qui sont télétravaillables. Et c'est là où la révolution numérique a joué quand même un rôle important, c'est que c'est diffusé dans notre quotidien des applications extraordinairement bien conçues, faciles à utiliser, etc., des outils collaboratifs qui se sont disséminés à très grande vitesse. Un Google Drive, ça n'a été créé qu'en 2012 et vraiment diffusé massivement à partir de 2013, 2014, 2015. D'autres outils se sont ajoutés, des Slack, des outils de gestion de projet, etc. Et donc on a tous ces outils. Évidemment, Skype en fait partie, on aurait pu le mettre là aussi. Tous les outils Microsoft qui ont d'ailleurs créé des outils collaboratifs très proches de Slack. Voilà. Bon, énormément de choses comme ça. Le premier logo, c'est GitHub. Et GitHub, c'est un outil qu'on connaît pas, une plateforme qu'on ne connaît pas quand on n'est pas développeur informatique, mais qui représente vraiment le travail collaboratif dans toute sa splendeur. Voilà, exactement. Et c'est ça qui a inventé même la notion de travail collaboratif, d'open source, etc. C'est les développeurs qui ont inventé ça. Et donc tout ça commence à se diffuser très rapidement, mais dans les grandes organisations qui fonctionnent sur un modèle encore largement industriel, même quand c'est pas industriel, c'est-à-dire on a une organisation qui n'a pas beaucoup bougé, à la marge, mais pas beaucoup, et dont les outils, les applications, etc., sont plutôt de la génération d'avant. C'est-à-dire qu'avant, l'informatique était tirée par l'entreprise, et puis depuis la révolution de l'Internet, l'informatique est tirée, donc les innovations sont tirées par les applications pour les particuliers, pour les individus. Et donc l'entreprise a une génération de retard en général. Pas toujours, pas sur tout, mais globalement c'est vrai à peu près partout. Et du coup il y a un décalage qui est croissant. Et donc d'ailleurs même cette souffrance par rapport aux outils utilisés, des CRM pas très conviviaux, des outils qui n'ont rien à voir avec ce qu'on utilise dans sa vie privée en fait. Donc ça c'est déjà un premier décalage. Un décalage entre mais pourquoi je dois pointer, concrètement même si on pointe pas, on pointe, parce qu'on pointe en disant bonjour à ses collègues, il faut être vu, etc. Alors que ce que je fais, je peux le faire de partout. Donc en fait, finalement aussi, cette demande de télétravail, elle vient du fait qu'il y a un décalage entre la possibilité, la réalité, et puis ce qui est proposé dans les organisations. Donc ça a monté très vite. Ça a monté très vite depuis 3-4 ans, le télétravail. Preuve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. En France, on avait un cran de retard en matière de télétravail il y a encore 3-4 ans. Les dernières études, 3 ans, montrent qu'on était plutôt derrière la moyenne européenne. Et aujourd'hui, on est même légèrement au-dessus. On estime qu'il y a à peu près 25% des salariés qui télétravaillent de manière régulière ou occasionnelle, ce qui est beaucoup plus qu'il y a encore 2 ans. Et ça a augmenté très vite. Alors évidemment, les outils jouent beaucoup. Évidemment, les aspirations jouent beaucoup, c'est-à-dire des demandes des insistantes. Et évidemment aussi le modèle ou le modèle et l'existence des freelances a changé aussi les demandes des salariés. Et puis un dernier facteur, probablement le plus important, qui est que aussi pendant la même période, les coûts de l'immobilier ont explosé dans les zones les plus denses où l'activité est la plus dynamique. Et ça a mis une pression sur les bureaux qui est extraordinaire, sur les entreprises. Le coût des bureaux, qu'on soit une jeune entreprise qui s'installe ou une vieille qui recrute une plus ancienne qui recrute beaucoup de gens. Et du coup, elles ont toutes fait face à cette obligation d'optimiser l'espace de manière plus grande, c'est-à-dire d'augmenter la productivité. Quand les coûts augmentent, quand les coûts de l'immobilier augmentent et qu'il faut conserver la productivité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait soit beaucoup plus de personnes dans le même espace, soit qu'on les fasse tourner, soit qu'on réorganise l'espace. Et alors, le truc très drôle, c'est que personne n'a jamais parlé d'immobilier, de coût de l'immobilier, de ces contraintes de cette manière-là. Du coup, elle déguise, elle maquille, toutes les entreprises pratiquement, maquillent le discours derrière. On va augmenter le bien-être, on va ouvrir l'espace, on va vous faire un open space, vous allez voir, ça va être tellement plus cool, on va faire un petit coin café, etc., qui va être très cool. Et évidemment, il y a beaucoup de bullshit derrière ça, faut quand même le dire. Et puis la réalité, c'est que la surface moyenne par individu a plutôt baissé, et que surtout, les contraintes en termes de difficulté de se concentrer, d'interruptions multiples, de perte d'intimité, etc., étaient très grand. Alors qu'il aurait peut-être fallu avoir un discours plus honnête sur le sujet. Mais du coup, la transformation de l'espace et l'optimisation de l'espace, quand elle est combinée avec une dose de télétravail,
ne serait-ce qu'une journée par semaine ou une journée et demie par semaine, ça change beaucoup la donne. Parce que tu l'as dit, il y a des gens comme Barbie, qui ont des temps de trajet qui s'allongent parce que fatalement, quand les coûts de l'immobilier augmentent là où se trouve le travail, eh bien, les nouveaux entrants sur le marché du travail et sur le marché de l'immobilier, sur le marché du logement, habitent de plus en plus loin. Évidemment, c'est particulièrement vrai sur les emplois avec des petits revenus. Les temps de trajet pendulaire augmentent pour une catégorie de travailleurs qui vont habiter dans des zones un peu plus éloignées. Donc les transports sont en tension, difficultés au quotidien, être coincé dans les RER ou dans tout type de transport, dans les grandes métropoles, c'est pareil dans toutes les grandes métropoles. Et donc face à ce phénomène-là, voilà, là on a quelque chose qui a été susceptible de faire lever les réticences des managers et des middle managers pour qui le télétravail, c'était pas franchement une évidence en fait. Et donc maintenant, je pense que ça va très vite et ça change très vite. Oui, c'est exactement ça. Et on l'a vu très concrètement quand on était en Californie, quand on était chez Google et chez Dropbox. Ils ont souvent, donc ils sont dans la Silicon Valley, ils sont du côté de Palo Alto, et ils ont une grande partie de leurs employés freelance qui travaillent, enfin qui vivent eux à San Francisco. Et donc tous les jours, ils faisaient entre 1h30 et 2 heures de trajet pour venir, et puis autant pour rentrer. Et donc ils se commençaient à autoriser. Mais San Francisco, ils n'y habitent pas parce que c'est moins cher. Au contraire, c'est encore plus cher. Ils habitent juste parce que c'est plus cool et moins ennuyeux que Palo Alto. Oui. Donc là, c'est du trajet pendulaire vraiment choisi. Oui, c'est choisi, mais du coup, en fait, leur entreprise, au début, les autorisait pas à travailler à distance, à rester chez eux à San Francisco. Elle les autorisait peut-être le vendredi. Elle se disait, le vendredi, tu vas pouvoir travailler depuis chez toi à San Francisco, va dans l'espace de coworking, hop. Et puis elles ont commencé à autoriser le jeudi aussi. Et puis elles se sont rendues compte qu'en fait tout pouvait être fait à San Francisco. Il n'y avait plus d'intérêt de se rendre dans les bureaux qui étaient dans la Silicon Valley ou une fois toutes les 2 semaines. Et c'est donc à partir de ce moment-là où on a de plus en plus qui n'ont plus envie de venir, on peut peut-être fermer des bureaux. C'est ce qu'a fait Automatique par exemple. C'est ceux qui éditent WordPress. Je ne sais pas si vous connaissez, 30% des sites web dans le monde sont faits avec WordPress. Et eux, ils avaient des bureaux. D'ailleurs, ça, c'est leur photo de leurs anciens bureaux qui sont fermés maintenant parce qu'ils ont autorisé leurs salariés et leurs freelances à venir travailler dans les bureaux où ils voulaient depuis chez eux. Et ils se sont rendus compte qu'ils venaient plus, donc ils ont fermé le bureau. Mais au-delà de simplement fermer le bureau, ils ont accompagné cette transformation en décidant de donner à chaque freelance, chaque employé, $250 chaque mois à dépenser dans des espaces de coworking ou dans des consommations dans des cafés pour les encourager à sortir, à rencontrer d'autres personnes, à se rassembler aussi avec d'autres automaticians, comme ils appellent ça, dans les différents lieux où ils étaient plusieurs. Et donc ça, c'est une manière dont l'entreprise peut se transformer en fait. Il y a les outils, ensuite il y a un cadre qui est flexible, on laisse les employés choisir de la façon dont ils veulent travailler, on se rend compte qu'ils veulent travailler différemment, donc on accompagne cette transformation. Et ça, c'est une des façons concrètes dont l'entreprise peut se transformer. Mais c'est un peu la même chose, quand on est un grand groupe, ça doit être plus compliqué que quand on est, ils sont 950, ils sont presque 1000. Quand on a un grand groupe de plusieurs milliers de personnes, c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est un peu la même chose, une fois qu'on a plusieurs salariés qui sont parisiens, qui veulent déménager à l'autre bout de la France. Est-ce qu'on veut se séparer d'eux, il faut recruter quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'en fait on se rend compte que leur métier peut être fait à distance? Quand ils sont de plus en plus nombreux à partir et qu'on veut les garder, peut-être que c'est l'occasion de repenser un petit peu les process, les structures pour garder ces talents-là et puis avoir un travail qui est beaucoup plus flexible. On peut aussi s'inspirer de tout ce qui est fait dans l'entreprise Buffer. Buffer, c'est un outil qui permet de planifier des posts sur des réseaux sociaux. Et c'est une entreprise qui publie énormément, qui blogue beaucoup sur le sujet du télétravail, du management d'équipes dispersées, parce que c'est une entreprise qui, à l'inverse de Automatique, n'a jamais eu de bureau. Elle s'est créée, il y a maintenant des centaines d'employés, dès le départ, sans siège social et sans bureau qui rassemble tout le monde. Alors, des entreprises comme Buffer ou Automatique, en fait, elles restent extraordinairement marginales et minoritaires. La plupart des entreprises, d'abord, ont des bureaux, vont les garder ou auront des bureaux, même celles qui vont se créer demain. En revanche, ce qui est intéressant avec Buffer et Automatique, c'est que finalement, les réflexions qu'ils mènent, et puis ils travaillent leur marque employeur autour de ça aussi, oui. Et puis c'est pas un hasard que si c'est né en Californie, parce que les coûts d'immobilier, c'est là que sont les plus délirants, et puis qu'en même temps, il n'y a pas assez de construction. Un logement de base à San Francisco, une chambre, c'est minimum $3 000. Hein, $3 000 si vous avez des amis qui vous font un prix. Donc forcément, ça incite à innover assez rapidement. Et donc, ce qui est intéressant avec ces entreprises, c'est que, en fait, elles mènent des réflexions qui servent à tous. Et Buffer, par exemple, le 100% remote, en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le désirent beaucoup parce que c'est très dur, parce que c'est dur physiquement, parce qu'il y a cette solitude, parce qu'il y a une paranoïa qui se développe, parce que
pour plein de raisons, c'est plus difficile de réfléchir à comment est-ce qu'on garde une culture, comment est-ce qu'on garde des liens forts entre les gens. C'est pas forcément le rêve en réalité. Mais en fait, on est tous à certains moments dispersés, de plus en plus, dans des entreprises même un peu plus traditionnelles, où il va y avoir des gens qui sont RTT, des gens qui sont pas là, des gens qui sont en déplacement, des gens qui sont chez le client, d'autres qui ont, oui, un jour de télétravail. Et donc finalement, cette question de comment on recrée du lien, comment on recrée des rituels, quand finalement il y a de plus en plus de gens qui sont dispersés, bah, c'est une question où on trouve des trucs d'inspiration chez Buffer, chez Automatique et tout. Et donc, par exemple, Buffer, ils disent, ben oui, en fait, c'est vrai que être ensemble, c'est important, se toucher, c'est important, boire une bière ensemble, un café, c'est important. Et donc, ils essayent de créer des rituels virtuels, ça s'appelle le water cooler virtuel, donc la machine à café virtuelle. Ils réfléchissent au fait d'avoir des systèmes de buddies, où chaque individu est, on ne dit pas matché, pairé avec un autre, avec un buddy qui lui donne des conseils, qui le soutient moralement, psychologiquement, etc. Et aussi techniquement. Hein, donc il y a différents systèmes de buddy qui sont mis en place. Et puis il y a une retraite annuelle, biannuelle, ça dépend des entreprises, où tout le monde va se retrouver, y compris ceux qui sont à l'autre bout du monde, parce que du coup l'avantage aussi c'est d'avoir des gens, des talents qu'on peut recruter un peu dans toutes les zones géographiques. Et bah, une fois, 2 fois par an, une fois tous les 3 mois, c'est à la liberté de ces entreprises. Et les entreprises, quand elles n'ont plus les coûts des bureaux, parce que Automatique a fait des petites économies quand même en enlevant les bureaux à San Francisco, et ben, ils peuvent payer des retraites assez sympas dans des lieux qui changent à chaque fois et où les gens vont passer 1 semaine, 4 jours, 5 jours ensemble à la fois voilà, créer des liens, créer des nouveaux rituels, se connaître, mettre un visage sur un nom. Et on se rend compte qu'effectivement, après cette retraite, ils arrivent à communiquer bien mieux. Et ça dure X semaines pendant lesquelles la communication est bien améliorée. Et après, en fait, il faut remettre une touche. Il faut se revoir, parce que sinon le problème revient. Donc en fait, on se rend compte évidemment qu'on a toujours autant besoin de liens physiques. Et la réalité de l'évolution de nos modes de travail, c'est qu'on a à la fois une explosion de la solitude, de l'anxiété, du stress, plein de choses comme ça, et puis une augmentation du besoin de se retrouver, de se regrouper, même économiquement. Économiquement, on appelle ça des effets de réseau. Et on voit qu'il y a une prime à la densité et que les zones les plus denses deviennent encore plus denses et que les zones les plus chères deviennent encore plus chères, hein, pour parler des prix de l'immobilier. Et que finalement, bah, oui, il y a des gens qui choisissent, effectivement, il y a des gens qui choisissent, qui ont ce pouvoir, on va dire, de travailler de Saint-Malo, de travailler quand on est un développeur star sur une plage à Bali. Mais en fait, ça reste encore relativement marginal du point de vue de l'ensemble des travailleurs. Statistiquement, ça reste marginal parce qu'en fait, les métropoles continuent de se densifier à l'échelle mondiale. Et quand on regarde les projections du World Economic Forum ou de l'OCDE, etc., sur le marché de l'immobilier dans 10 ans, dans 20 ans, ben on voit que en fait, ça va encore se renforcer, que la population urbaine sera encore plus massive, que dans les grandes métropoles, des villes qui bougent, que ce soit Kinshasa en Afrique, que ce soit toutes les villes qui sont en développement en Afrique, eh ben on voit qu'il y a un phénomène de métropolisation accélérée, donc c'est des bidonvilles qui s'allongent, etc. Mais pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a du travail, parce que c'est là qu'il y a des liens, parce que c'est là que vont se construire les infrastructures, les opportunités aussi pour éduquer ses enfants, etc. Et donc finalement, voilà, on aura toujours besoin de se toucher et pour travailler ensemble, de se voir, et cette dimension-là, elle ne disparaît pas, même dans des entreprises qui font le choix un peu extrême du télétravail à 100%. Oui, même le télétravail à 100%, en fait, ils le respectent pas vraiment parce qu'ils arrivent à se regrouper. TopTal, par exemple, donc c'est une plateforme qui matche les freelances aussi avec les entreprises. Et donc, ils sont une centaine à travailler dans cette plateforme et complètement en remote aussi. Et eux, ils ont mis en place pas mal de choses aussi, comme tu parlais des coffee calls. Il y a une personne de chez TopTal qui est dédiée à aller rencontrer tous les TopTalers autour du monde. Donc, elle passe l'année à voyager, en fait, à la rencontre, à créer des événements dans chaque lieu et inciter les personnes à se rencontrer, à se regrouper et chez GitLab, on en parlait avec Barbie tout à l'heure, elle c'était toutes les semaines, on fait un jour où on travaille tous ensemble, on s'invite chez soi, ceux qui sont dans un périmètre de 30 km, on se réunit régulièrement et Automatique quand ils donnent de l'argent aussi pour aller en cowork, c'est bien pour rencontrer les autres personnes, donc on se voit quand même régulièrement et GitLab ils vont même encore plus loin que ça, ils payent le déplacement à une personne de l'entreprise qui veut aller rejoindre une autre personne de l'entreprise ailleurs dans le monde,
tant qu'elle communique dessus en fait. Et parce que tu le disais, ils en font une partie de communication aussi de ce travail en remote. Ils communiquent énormément là-dessus. Donc on explique que tel travailleur va aller rejoindre qui est aux États-Unis, au Brésil, quelqu'un de son équipe ou même pas du tout de son équipe, travailler pendant 2 mois. Donc il lui paye le déplacement et puis il travaille sur place avec son collègue. Et ensuite il peut aller dans une autre ville, dans un autre pays. Donc c'est vraiment encourager aussi le fait de se rencontrer. C'est pas uniquement on veut réduire les coûts, on veut avoir beaucoup plus de simplicité dans l'entreprise. C'est aussi un accompagnement des travailleurs qui ont besoin de ça, parce qu'il n'y a pas que des côtés roses, on en parlait du télétravail. Merci. Moi j'ai une question du coup par rapport à ça, je suis sûre qu'il y a plein d'autres questions dans la salle d'ailleurs. Tout à l'heure je parlais avec Samuel et Laetitia un peu plus tôt quand je suis arrivée ce matin, et Samuel me disait justement oui je suis le seul de ma promo à être parti là-dessus, et tous mes copains de promo veulent quand même du salariat et ils veulent tous devenir managers. Donc comment on combine cet attrait encore pour les carrières dites classiques, parce que si on veut manager des gens et qui sont tous à distance, je ne suis pas sûre que ça corresponde aux ambitions de tes collègues de promo, et aux ambitions aussi des gens d'être indépendants, de pouvoir aménager leur temps de travail. Enfin voilà, quel début de solution on peut commencer à crayonner? Manager, ça dépend comment on l'entend en fait. On peut manager de plusieurs manières. Manager à distance, ça s'apprend et ça se fait très bien. Du coup, dans toutes les entreprises, ils n'ont pas de management, ils ont des managers et ils managent aussi chez GitLab, chez Buffer, chez Automatic, tout ça. C'est juste qu'ils ne managent pas au fait de pointer tous les jours. C'est pas une culture du présentéisme, c'est un management qui est fondé sur la confiance, l'atteinte d'objectifs, en fait un mode projet, et les freelances en fait sont les premiers à le faire aussi. Et donc c'est pas à opposer en fait télétravail et management, c'est juste le management traditionnel, classique, hiérarchique, pyramidal qu'on avait. Et avec la surveillance, il ne peut plus fonctionner du tout quand on est en télétravail. On ne peut plus voir si la personne elle travaille ou pas. Mais du coup, il faut faire confiance. Et donc... Comment on peut accompagner les managers justement dans cette transition ? Alors, ce qui est bien, c'est que les entreprises qui ont testé ça, justement, le travail en remote, elles communiquent énormément là-dessus. GitLab, par exemple, a sorti son handbook où il fait 2500 pages, disponible gratuitement sur Internet. N'importe qui là peut aller le consulter. Il y a tous les processus, toutes les bonnes pratiques, les plans de rémunération, comment est-ce qu'on prend des vacances, comment est-ce qu'on se fait rembourser, comment est-ce qu'on doit communiquer avec les personnes, le management culturel aussi, ça c'est un vrai sujet. Et puis, donc il y a ça. Et puis après, il y a des entreprises aussi qui forment au management en remote. Barbie, par exemple, qui était chez GitLab, donc Chief Culture Officer, ce qui s'apparente à un DRH en fait chez GitLab, elle donne des conférences pour Remote How, qui est une entreprise qui forme d'autres entreprises qui veulent se mettre au management justement à distance en remote. Et ça prend par l'expérience. Et moi, je suis très favorable à la stratégie des petits pas. La stratégie des petits pas, c'est vous avez un manager un peu conservateur, vous y allez tout doucement, et une demi-journée de télétravail, une journée de télétravail, et on voit que le monde ne s'effondre pas, qu'en fait ça marche, qu'en fait le travail est fait, et petit à petit une prise de confiance, il y a quelque chose de l'ordre de, on s'apprivoise les uns les autres en fait, et il y a des choses qui peuvent se faire progressivement. Mais au-delà de ça, en fait manager, c'est pas seulement le management en tant que tel, c'est aussi le titre. On a envie d'être manager parce que c'est associé à une position, voilà, une reconnaissance, une carrière, etc. Et donc en fait ça n'a pas besoin de passer par en fait, effectivement, une position de manager. Parce que dans les entreprises où on a effectivement une hiérarchie plus plate et où on a des gens qui sont plus dans une logique de contrat d'ouvrage, donc d'autonomie, de responsabilité, de créativité, qui sont très éloignés de division du travail et subordination, on a effectivement quand même moins de managers. Pas forcément plus du tout, mais moins. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, des startups, etc., où on a en fait des gens qui ont en fait plus de pouvoir individuellement, plus d'autonomie dans leur travail et sont en contact parfois directement avec des clients, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises où tout le monde est VP, Vice President. Voilà. Et vous avez sur la carte de visite VP, et en fait du coup ça règle une partie du problème parce que vis-à-vis de l'extérieur, vous montrez votre carte de visite, vous êtes VP quand même, ça va quoi. Et en fait vous n'avez pas besoin d'avoir 50 personnes sous vos ordres, donc finalement il y a aussi ça. Et puis si votre salaire est bon, que votre carrière est bonne, qu'il y a quand même une forme de progression qui n'est pas forcément strictement verticale au sens de je manage toujours plus de gens, mais finalement il y a une partie de ce désir de manager, je pense, qui est satisfait. Parce qu'il y avait eu pas mal d'études aussi qui ont montré l'inverse, que les gens n'ont pas envie de manager des gens. Ils ont envie d'être managers, mais ils n'ont pas envie de manager.
c'est le même mot. et du coup, je pense qu'une partie de la réponse se trouve là. On a un trou sur comment on poursuit. Ouais, non, mais on en est sur les Non, parce qu'on voulait parler des freelances quand même, oui, énormément. Pourquoi ? Parce que notre intuition, c'est que ce sont des pionniers qui, justement, sur cette idée d'ouvrage, c'est-à-dire d'un travail qui est un peu plus autour de valeurs de l'artisanat, donc plus d'autonomie, plus de responsabilité, c'est-à-dire pas ces chaînes hiérarchiques interminables, et plus de créativité, c'est-à-dire tout ce qui s'éloigne de la division du travail et du one best way, etc. Eh bien, il y a un certain nombre notamment dans l'informatique, d'ailleurs, il y en a qui s'en réclament de l'artisanat, le software craftsmanship, c'est vraiment une revendication de la notion d'artisanat dans des métiers qui ne sont pas des métiers manuels. Eh bien, les freelances ont expérimenté pas mal de choses. Petite parenthèse, ils ne sont pas tous autonomes, responsables et créatifs en réalité, les freelances. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui travaillent finalement dans les mêmes conditions que certains salariés, qui travaillent à la défense et qui ont des horaires contraints et qui ont un travail finalement assez classiquement organisé autour de l'organisation scientifique du travail. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais pour ceux que toi, tu as rencontrés et puis que moi, je côtoie, c'est plutôt des gens qui, effectivement, ont voulu avoir plus d'autonomie. C'était vraiment le premier désir, c'est choisir ses missions. Et tu vas en dire un peu plus, mais sur cette population-là et ce qui les guide et ce qui les mène. Et peut-être qu'après, on va pouvoir dire qu'effectivement, ils ont une influence de transformation sur les organisations parce qu'ils pollinisent dans les organisations une autre culture, une autre manière de faire et que leur influence, en fait, est très grande sur la transformation. Moi, je pense qu'ils sont même des agents de la transformation. Alors oui, vous pouvez faire appel à des cabinets de conseil experts en transformation, mais il y a aussi juste avoir des freelances innovants dans votre équipe qui vont dire tiens, utilisez tel outil, faites telle chose, parce qu'eux, ils côtoient beaucoup de choses. En général, ils utilisent les meilleurs outils. Et du coup, voilà, ça, c'est une manière de polliniser la transformation. Et en matière de télétravail, on l'a vu, c'est clair, il y a eu une pollinisation. Et puis surtout, ils amènent à une redéfinition de ce que sont les ressources humaines. Parce que les ressources humaines, au sens traditionnel, ce sont vos salariés. Les directions des ressources humaines ne s'occupent que des ressources humaines. Or, les freelances, en vrai, c'est des ressources humaines. Bien sûr. Pourtant, ils sont gérés comme des achats et c'est le problème des grandes entreprises. Je vais revenir juste sur la pollinisation dont tu parlais, des bonnes pratiques, parce qu'effectivement, les freelances, ils ont connu beaucoup d'expériences au cours de leur carrière. Comme ils ont plein de clients divers et variés, ils ont l'occasion de voir pas mal de bonnes pratiques et ils peuvent les diffuser. Il y a une entreprise qui était super intéressante là-dessus qu'on a rencontrée du côté des Pays-Bas. Elle s'appelle Seats to Meet. Et Ronald, son fondateur, en fait, il y a une dizaine d'années, il a commencé à inviter des freelances à travailler gratuitement. Alors pas que des freelances d'ailleurs, des start-upers, des PME, peu importe, des inventeurs, des créateurs, à travailler gratuitement dans un espace de coworking qu'il avait. Et donc les freelances sont venus, il leur demandait en échange simplement le nom, le prénom, le métier, leur titre, et puis ce qu'ils allaient faire dans la journée, ce qu'ils avaient prévu de faire, quel était leur programme de la journée. Et en échange de ça, en fait, il a pu construire un petit algorithme. Et tous les matins, maintenant, quand un freelance arrive, il se connecte et puis il reçoit une petite notification qui lui dit aujourd'hui, dans cet espace, il y a telle personne qui travaille sur un sujet qui est un peu similaire au tien. Ce serait intéressant que vous échangiez. Et puis aujourd'hui, il y a tel article qui est sorti sur Internet, telle vidéo sur YouTube qui pourrait te correspondre, qui pourrait te plaire. Et puis il y a un système aussi de reconnaissance. Si on a une question, on peut poser une question à l'algorithme, et plutôt que en fait tout le monde, toutes les personnes de la communauté reçoivent la notification, et l'algorithme sait qu'il peut être pertinent en fait pour répondre à la question. On va proposer la question et on se positionne en tant qu'expert en répondant à la question. Bon bref, du coup il a créé cette communauté-là. Il a eu pas mal d'espaces. Ils sont quand même maintenant 120 000 aux Pays-Bas à travailler dans 200 espaces. Et puis ils sont dans 30 pays aussi dans le monde. Ils se sont un peu développés. Et il a été voir des grandes entreprises pour leur dire: vous avez des lobbies, vous avez des grandes salles de réunion qui sont complètement vides. Et toute la journée, il n'y a personne. Parfois, il y a 2 heures dans la semaine qui sont occupées. Pourquoi est-ce que vous n'inviteriez pas des personnes qui viennent de l'extérieur à venir travailler ici, gratuitement, chez vous? Donc, ils les ont regardés avec des gros yeux en disant: pourquoi est-ce qu'on inviterait des étrangers à venir travailler chez nous? Et en fait, l'idée a fait son chemin. Et ils ont commencé à ouvrir quelques salles.
et à faire côtoyer les employés, les salariés de l'entreprise avec ces personnes-là qui peuvent être des freelances, des start-upers, qui travaillent sur d'autres projets, mais qui, à l'occasion d'une pause café, vont pouvoir discuter et partager des bonnes pratiques. Ils se sont rendus compte que l'innovation, en fait, a fait son chemin, s'est diffusée. Il y a des livres qui ont été écrits en collaboration, il y a des entreprises qui se sont créées, pas mal de projets qui se sont lancés, beaucoup de synergies. Et donc, en accueillant en fait l'extérieur, en accueillant d'autres personnes, on peut avoir une transformation qui se diffuse dans l'entreprise comme ça. C'est devenu une stratégie pour beaucoup de grands groupes que de créer des espaces qui sont dédiés à cette hybridation, à l'idée que quand on fait se rencontrer des populations différentes, il peut se passer des choses magiques. On pense évidemment aux les nouveaux grands bureaux là, de la Société Générale, ils ont un nom. Vous voyez pas ce que je veux dire? Bon, tous les grands groupes ont un peu leur lieu d'innovation. Tous les grands groupes ont créé un laboratoire, un espace hybride, un coworking. Alors tous aussi ont un incubateur. Alors parfois ils créent l'espace et puis ils se disent il va se passer des choses. En fait, évidemment, ça suffit pas en général. Il faut l'animer. Exactement. Et puis il faut qu'il y ait une vraie transformation derrière aussi. Donc parfois ça ne suffit pas. Mais néanmoins, je pense que cette idée, elle est absolument elle a été adoptée par tout le monde, quoi. Tout à fait, et au point que ça devient presque aussi du washing. Oui. Hein, vous avez le Fab Lab washing. Mais non, regardez, on est super innovant, on a un Fab Lab. Regardez, on est super innovant, on a un incubateur. Puis en fait, dedans, on voit que les startups sont pas franchement ni intéressantes, ni soutenues, ni quoi que ce soit. Mais ceci dit, moi, je vois ça plutôt comme un truc positif. C'est qu'on a réalisé que l'hybridation des lieux et que les rencontres physiques étaient fondamentales et que ces rencontres physiques, c'était pas uniquement entre salariés, mais entre des parties prenantes d'univers différents qui peuvent, en se rencontrant, évidemment, faire évoluer les cultures et créer de l'innovation. Tout à fait. Et du coup, ça suppose une transformation des organisations et du rôle des RH. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais on va peut-être creuser un peu là-dessus quand même, parce que les freelances, quand ils débarquent dans l'entreprise, ils arrivent à cheval sur souvent 3 services. Le service des achats, parce qu'ils sont comptabilisés comme une charge externe, le service des ressources humaines, parce que c'est quand même des humains dans le fond, donc il faut s'occuper d'eux, et le service dans lequel ils finissent par travailler, en fait, le service technique, peu importe. Et donc ils sont sur 3 services, donc ils ont plusieurs interlocuteurs, et l'entreprise, c'est pas vraiment comment les gérer, et souvent les services se renvoient un petit peu la balle. Il peut y en avoir un 4e s'ils passent par une plateforme. Oui, en fait, ils ont en plus la plateforme avec laquelle ils travaillent, qui est un voilà. Et donc tout ça peut être un gros problème. Et souvent, les entreprises travaillent déjà avec beaucoup de freelance, mais ce qui est compliqué, c'est d'organiser en fait cette main d'œuvre, ces effectifs, et de savoir comment est-ce qu'on fait pour se transformer. Et là, il y a une entreprise qui m'a énormément marqué du côté de Toronto, au Canada. C'est une grande banque. Ils sont 90 000 et ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient déjà avec énormément de freelance. Chaque chef de projet faisait appel à des freelances de son réseau personnel pour un projet parce que c'était plus compliqué de passer par les RH, parce que il fallait les court-circuiter parce que sinon ça mettait trop de temps, ou tout simplement parce que les RH n'étaient pas capables de trouver le bon profil parce qu'il n'existait pas en CDI, il n'existait qu'en freelance sur certaines techniques. Donc ils se sont dit, on n'a pas besoin d'attirer de nouveaux talents, mais on a besoin d'organiser les talents avec lesquels on travaille déjà, les talents externes. Donc on va se créer un gros pool de talents, et ça va permettre de répondre à 2 problèmes. Le premier problème, c'est que actuellement, les freelances, ils n'avaient pas une possibilité de travailler à long terme avec l'entreprise. Ils connaissaient un seul chef de projet, un seul manager. Du coup, s'il était excellent, le freelance, et que l'entreprise voulait travailler de nouveau avec lui 2-3 mois après, eh ben, il n'avait pas de point d'entrée, il n'avait pas de point de contact. Donc en créant un pool de talents, ça permet à n'importe quelle entreprise ensuite de faire appel à ce freelance, et qu'il n'y ait plus en fait plein de petits réseaux personnels de chaque manager, mais qu'on ait un réseau global de l'entreprise qui est le premier vivier de talent dans lequel l'entreprise va chercher des compétences quand elle en a besoin. Et le deuxième problème, c'est l'uniformisation aussi de l'expérience du freelance, parce que le freelance, quand il est intégré par des services qui sont pas les mêmes à chaque fois, ça dépend bien du bon vouloir en fait du chef de projet, du manager, de sa capacité à l'intégrer, à l'onboarder, à communiquer efficacement avec lui. Et donc en ayant des processus qui sont du coup gérés par les RH, qui ont été clairement définis avant, en fait, qui permettent d'avoir les mêmes règles, les mêmes process pour chaque intégration de freelance, et ben ça permet d'avoir une meilleure expérience du freelance, de le payer à temps déjà, de pouvoir différencier la façon dont on collabore avec lui des employés, et puis d'être super efficace dans ce fonctionnement-là. Donc c'est une transformation qui a été menée sur 2-3 ans quand même, et là pour le coup c'était pas la technique des petits pas, ils ont vraiment engagé un vrai processus à la fois technique pour créer l'outil, et puis surtout humain, éducation des managers. Alors comment est-ce qu'on fait? On me posait la question tout à l'heure, c'était ils diffusent en fait des études de cas, ils font des conférences, ils diffusent des livres
livre blanc pour expliquer tel projet a été mené avec des freelances, avec une équipe hybride. Voilà comment tel manager s'est comporté, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Et donc sur un projet, eh bien, vous pourriez faire comme ça. Et puis, dans d'autres entreprises, l'innovation, elle vient au fait de se dire, on va tester sur un petit service, et puis on va apprendre, et puis on va tirer les conclusions de ce qui s'est passé là, et on va ensuite le diffuser à d'autres services de l'entreprise, et petit à petit, ça va polliniser les bonnes pratiques. Après, il reste une difficulté pour les grands groupes, c'est pour ça que c'est remarquable que cette entreprise ait pu le faire, c'est que beaucoup de très grands groupes en fait, ne savent pas très bien ce qu'on entend par freelance et ce qui se retrouve derrière ce mot-là, parce que justement, ils ont des données très concrètes, très mesurables sur leurs ressources humaines salariées, mais quand on leur dit combien vous avez de freelance, eh bien, on manque énormément d'indicateurs. Des freelances, ah bon, combien? Alors, il y a quelque chose d'assez drôle qui s'est passé l'an dernier ou même cette année, c'est que la plateforme Malte a sorti en gros une petite étude sur les chiffres des entreprises qui collaboraient le plus, qui utilisaient le plus la plateforme, donc ceux qui font le plus appel à des freelances, et est arrivé en tête Orange. Or, quand on a demandé au PDG d'Orange combien vous avez de freelance, sa réponse a été, il y a un an et demi ou quelque chose comme ça, freelance? On a ça, nous? J'ai vécu la même chose. Chez une grande banque française, je parlais avec une acheteuse de prestations IT, donc c'est vraiment celle qui s'occupe pourtant des freelances, et qui me disait qu'elle ne savait pas combien il y avait de freelances dans l'entreprise. Parce que c'est très difficile, il n'existe pas d'indicateur, parce que par définition, on ne peut pas se fier ni aux adresses mail, ni aux badges, ni choses comme ça, parce qu'il y en a qui sont à distance, d'autres qui ne le sont pas, donc c'est vraiment très très compliqué. Et puis en plus, derrière ce mot freelance se regroupe effectivement des réalités très très différentes, c'est que en fait ce sont des prestataires. Parmi les prestataires, qui est-ce qu'on compte comme freelance, qui est-ce qu'on compte pas comme freelance? Le consultant de tel cabinet, est-ce qu'il est freelance ou pas? D'ailleurs, parfois il l'est, parfois il ne l'est pas. C'est-à-dire il peut être un travailleur indépendant collaborant avec un cabinet de conseil ou un salarié de ce cabinet de conseil. Donc, comment vous faites la différence, vous, entreprise, entre un salarié d'un cabinet de conseil et un freelance d'un cabinet de conseil? Déjà, à vos yeux, c'est pas un freelance parce que vous ne traitez pas en direct avec. Mais après, dans la réalité, c'est un freelance. Parce que parfois, le lien entretenu par ce freelance avec son cabinet de conseil ou sa société de services informatiques est en fait un lien assez ténu. C'est-à-dire que ça n'est qu'un intermédiaire, parce que cet intermédiaire est référencé par la direction des achats, et que du coup, pour travailler avec telle grande entreprise, vous avez besoin de passer par une entreprise qui est référencée par les achats. Et du coup, ce lien est un peu artificiel dans certains cas. Parfois, il ne l'est pas, parce qu'il peut y avoir un vrai travail commercial, un recrutement qui est fait de la part de l'intermédiaire en question, et parfois non. Donc, en fait, c'est très, très compliqué de savoir combien vous avez de freelance. Et en fait, le problème, c'est qu'on a un éclatement comme ça, une espèce de... C'est un matériau vraiment composite, les ressources humaines. Vous avez des prestataires traditionnels, des consultants salariés, des consultants pas salariés, des intérimaires, des salariés traditionnels, des stagiaires. Vous avez des gens qui interviennent dans l'entreprise qui sont des prestataires, qui sont des salariés d'une entreprise d'outsourcing qui vient faire le ménage chez vous. Et en fait, vous avez comme ça cet éclatement, et en fait, on a une immense complexification, hybridation de l'entreprise qui devient finalement, même l'entreprise la plus traditionnelle, une forme de hub, une forme de petite plateforme qui fait collaborer des parties prenantes de nature très différente. Et si on ajoute à ça le fait que les utilisateurs ou les clients, parfois dans certains cas finalement, font des tâches qui autrefois étaient des tâches faites par des employés. Je vous donne un exemple très bête. Quand vous prenez votre billet SNCF sur votre application ou sur le terminal à la gare, vous faites un travail qui autrefois était fait par des gens derrière un guichet. Et bon, cet exemple un peu trivial, il peut être multiplié à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les clients. Et parfois ça leur donne de l'autonomie, ils sont contents, mais parfois ils ne sont pas contents parce qu'ils ont perdu un service. Donc si on ajoute à ça, effectivement, cette hybridation entre le client et le travailleur, ou entre l'utilisateur et le travailleur, on arrive à en fait un phénomène extraordinairement complexe. Et on ne peut même pas séparer futur du travail et futur de la consommation. Ouais. Mais là, ça devient trop compliqué peut-être. Oui, du coup, tout l'enjeu pour l'entreprise, en fait, c'est d'arriver à agréger les différentes compétences pour un projet. Et peu importe le statut, en fait, l'idée c'est que le statut, derrière, il va venir en soutien. Je recrute telle personne, après il veut être freelance ou il veut être salarié, peu importe, il faut que je sois capable de l'intégrer de la même façon et gérer toutes mes ressources et pas me dire je ferme les yeux, non, j'ai pas de freelance chez moi, alors qu'en fait il y en a déjà. Et du coup, c'est le problème principal des entreprises que j'ai rencontrées, c'était que souvent elles travaillaient déjà avec des freelances, mais elles voulaient pas s'en occuper et parfois même les RH étaient
plutôt énervés même quand je leur parlais de freelance, parce que ça leur plaisait pas de dire qu'il y avait des freelances chez eux, et non, on n'a pas de ça chez nous. Et pourtant, donc, la clé en fait va être de dire il faut qu'on puisse les intégrer efficacement. Mais du coup, la question qu'on se pose, que se posent les entreprises qui sont un peu en avance de phase sur ces questions, c'est qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui unit tous ces gens ? Alors, la question peut être comment on manage, mais c'est peut-être plus profond que ça, puisque si on inclut les utilisateurs comme partie prenante ou les clients, du coup, manage n'est plus le bon mot. Eh bien, en fait, du coup, c'est là que viennent toutes les réflexions sur le why, le pourquoi, le purpose, vous avez tous ces mots anglais ou français qui cohabitent. Qu'est-ce qui nous unit ? Ça peut être une cause, ça peut être un produit, ça peut être l'amour du travail bien fait, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être aussi, et ça c'est plus pratico-pratique, les outils qu'on utilise. Parce que finalement, qu'on soit freelance ou qu'on soit travaillé ou qu'on soit salarié, peut-être qu'on est tous sur le même Slack. Oui. Sur le même Slack ou sur le même Facebook at Work ou sur le même Microsoft Teams ou sur le même Trello ou sur voilà, on utilise les outils et finalement ça c'est un unificateur parce que en fait ça crée des liens de convivialité et des liens de collaboration qui sont quand même assez nouveaux. Oui, et tu fais bien d'en parler justement parce que on a souvent l'idée que les freelances ne sont pas loyaux et pourtant ils sont aussi intégrés dans ce why, dans le but de l'entreprise. S'ils choisissent une entreprise, une mission, c'est peut-être parce qu'ils se sont alignés avec les valeurs de cette entreprise ou du moins de la mission sur laquelle ils vont pouvoir travailler. Et l'idée que les freelances sont pas loyaux, c'est souvent aussi une des raisons qui poussent les entreprises à ne pas travailler avec les freelances, c'est de se dire pour tel projet, je vais appeler un freelance, mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il sera plus là et puis il peut me lâcher du jour au lendemain. Bon, alors déjà, un salarié aussi peut lâcher du jour au lendemain, surtout aux États-Unis où c'est encore plus simple de partir. En France aussi, on voit que les gens cassent les CDI à la période d'essai beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans. Bien sûr, il y a un turnover maintenant qui est tellement important. Le turnover global n'a pas augmenté. En revanche, le turnover des nouveaux entrants sur des CDI qui viennent d'être signés, lui, a explosé. Et donc, si on prend l'ensemble de la population, il y a plein de gens qui ne bougent pas. Du coup, le chiffre n'a pas l'air mirobolant. Il faut s'intéresser aux nouveaux entrants, au flux et pas au stock, en fait. Il y a une redéfinition du coup de la loyauté qui est à faire au sein de l'entreprise. C'est pas parce qu'ils sont freelance qu'ils vont pas être loyaux. D'abord parce que le freelance, en fait, à chaque mission, il remet en jeu toute sa réputation. Donc, il a tout intérêt, à minima, d'atteindre les objectifs déjà de la mission, et puis même de les dépasser, d'apporter encore plus pour que, probablement, l'entreprise puisse le recommander déjà, parce que il pourra s'en servir pour sa réputation et pour ses prochaines missions, son développement de carrière. Et puis parce que il peut être amené à retravailler avec elle, et il y a tout intérêt à ce que l'entreprise parle de lui en bien. Et c'est un phénomène de réseau, de toute façon, le freelancing. Et là, de ce côté-là, on a rencontré quelqu'un qui était exemplaire. C'était à San Francisco, Jeff, qui était freelance en policy consulting pour Microsoft depuis 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il travaille et pourtant il n'a rien d'un salarié parce que il peut refuser des projets. En fait, il a fait ce choix-là pour 2 raisons. La première, c'est parce que il vit à San Francisco, le siège est à Seattle. S'il était salarié, il devrait être à Seattle. Donc il veut vivre avec sa femme à San Francisco. Il veut voyager 2-3 mois par an en Europe et puis en Asie, donc une petite partie digital nomade quand même. Et puis surtout, il voulait s'extirper du management, de la politique interne à l'entreprise et pouvoir se concentrer sur sa création de valeur, sur son cœur de métier, sur ce qu'il savait faire de mieux et pas passer son temps en réunion en fait. Et donc c'est pour ça qu'il a fait ce choix du freelance, mais il a tout à fait la possibilité de refuser un projet. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Microsoft lui a demandé d'être salarié, il a toujours refusé pour garder cette autonomie et le cœur de son ouvrage. Et ça, Microsoft l'a bien compris et sait travailler avec lui en lui proposant des projets qui ont intérêt, en lui laissant toute l'autonomie. Et il reste loyal. Ça fait 9 ans. Il a fait d'autres missions pour d'autres entreprises, mais ça fait 9 ans qu'il dit oui à Microsoft régulièrement pour faire des missions. Il y a comme ça pas mal de gens qui effectivement se retrouvent dans cette idée d'avoir envie de faire un travail bien fait, hein, l'envie de pouvoir se concentrer sur le travail dans sa globalité et le fait de le faire en dehors du lien de subordination. C'est pas tant la subordination en tant que telle que le fait de pouvoir se concentrer sur ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et parmi les freelances, il y en a beaucoup, ceux qui sont dans une position, on va dire, de position forte sur le marché, hein, sur des technologies très en forte demande, un développeur Python, un data scientist, etc., qui sont vraiment dans cette logique-là, donc ils choisissent complètement les missions sur lesquelles ils vont travailler. Ils le choisissent sur la base de plusieurs choses. Oui, l'alignement, effectivement, avec l'entreprise, c'est est-ce que je me reconnais dans ces valeurs? Alors, l'entreprise n'a pas besoin d'être une entreprise qui sauve le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'hypocrisie derrière, pas du tout. En revanche, est-ce que c'est une entreprise dans laquelle il y a un petit peu de transparence, dans laquelle on sent qu'il y a une culture de l'honnêteté, dans laquelle les choses peuvent se dire. C'est tout un ensemble de petites choses, parfois plus ou moins anecdotiques, mais qui sont importantes à ses yeux. Et puis
Est-ce qu'il y a la possibilité, effectivement, de faire quelque chose qui aura de l'impact, de faire quelque chose dont on verra le résultat, et de faire quelque chose qui pourra faire la différence, même à petite échelle, quelque chose qui peut faire la différence. Est-ce que je vais pouvoir faire du travail bien fait ? Et en fait, on a longtemps sous-estimé ce désir très profond qu'on a au travail de faire quelque chose bien. Et très souvent, la frustration au travail vient du fait que soit on est obligé de bâcler, on est obligé de pipoter, on est obligé de rajouter des couches de bullshit, on est obligé de mentir un peu. Toutes ces choses-là, même à petite dose, qui abîment ce désir profond de faire du travail bien fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a trop sous-estimé. Et là encore, artisanat power, je pense que voilà, c'est quelque chose d'important. C'est exactement ça, c'est l'artisanat, hein, c'est ça. Merci. Du coup, on sait que les parts de freelance, enfin les gens vont aller de plus en plus vers les freelances. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des chiffres à nous donner sur les tendances globales. Ouais. Donc ce serait intéressant de savoir ça. Et du coup, tout l'enjeu, c'est justement de savoir comment combiner ces populations très diversifiées dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a des ratios, enfin, qu'est-ce qui se passe si demain 80% de mon équipe devient freelance, enfin voilà, comment aborder ces notions-là, et aussi comment donner envie aux gens de rester dans le salariat. Déjà, en tant que salarié, on peut avoir un contrat d'ouvrage. Hein. On l'a dit, on a bien insisté. Bon, il y a des mots, il y a des buzzwords comme l'intrapreneuriat, mais il n'y a même pas besoin d'avoir ces buzzwords-là. Ici, parfois, c'est un changement dans la manière dans la relation qui va se faire entre l'entreprise et le salarié, où un peu plus d'autonomie par-ci, un peu plus de télétravail par-là, un peu plus de travail bien fait. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire dans le lâcher-prise du manager. Donc, pas nécessairement freelance. Et d'ailleurs, il faut peut-être... Enfin, c'est marrant. Donner quelques chiffres, effectivement, c'est intéressant parce que, et là, il y a des différences entre pays, mais qui ne sont pas si fortes que ça. C'est que quand on regarde les médias, on a l'impression, comme ça, que voilà, tout le monde freelance. Il y a toujours des tables rondes auxquelles je suis invitée avec des titres un peu, un petit peu putassiers, du type Demain, tous freelance. Ah oui. Bon. Non, la réalité, c'est qu'en fait, le salariat a monté tout au long du XXe siècle, jusqu'à peu près à la fin des années 90, début des années 2000, où il était archi-dominant, c'est-à-dire supérieur à 90%. On peut dire que le contrat de labeur était en quelque sorte à son apogée, même s'il était déjà en train de se dégrader à bien des égards. Et du coup, le taux de travailleurs indépendants était bien plus élevé, par exemple, dans les années 70 et même dans les années 1980, qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais depuis à peu près l'an 2000, l'an 2005-2006 et particulièrement 2008 et la création du statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur en France, on a une augmentation significative du nombre de travailleurs indépendants qui sont aujourd'hui autour de 10-11%. Mais on dit ce chiffre-là déjà depuis 2, 3, 4 ans, il n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce chiffre des travailleurs indépendants, on a énormément de réalités différentes. On a les travailleurs indépendants traditionnels, classiques, que sont les artisans, les commerçants, les professions libérales, les notaires, les médecins, voilà, tous ces gens-là qui ont un contrat d'ouvrage à eux qui est bâti depuis de longue date. Et ces populations-là sont plutôt pas en croissance. En revanche, ceux qui tirent la croissance du nombre de travailleurs indépendants, c'est des travailleurs indépendants d'un nouveau genre qu'on peut appeler, que nous on appelle les freelances. Parce qu'on n'a pas vraiment d'autres mots, qui sont ces gens qui travaillent plutôt dans le numérique, mais pas que, les métiers marketing digital, développement informatique, les métiers créatifs autour de les graphistes, les designers UX, mais d'autres métiers qui s'ajoutent à ça, qui peuvent être des métiers encore plus créatifs, peut-être certains rédacteurs, illustrateurs, etc. Plutôt aussi des métiers du conseil qui viennent se mettre directement en freelance au lieu de passer par un intermédiaire. Enfin, il y a une désintermédiation, donc beaucoup de métiers qui étaient déjà assez autonomes et qui vont potentiellement maintenant être désintermédiés. Donc il y a certains acteurs, certains de ces intermédiaires qui ont plus de mal à recruter. Les SS2I,
ont beaucoup de mal à recruter, les ESN. Ouais. C'est vraiment une difficulté parce que beaucoup de gens les court-circuitent en fait Sur certaines missions, hein, parce qu'après il y a des projets plus gros dans lesquels évidemment c'est difficile de se passer de ces acteurs, mais sur des missions au forfait en direct, il y a effectivement une désintermédiation croissante. Et puis même en tant que freelance aussi pour juste les SS2I, on peut aussi travailler des SS2I maintenant via une plateforme qui vient court-circuiter du coup le rôle de la SS2I en apportant plus de transparence. Et ça peut être une nouvelle forme aussi de travail avec ces grands groupes. Et pour revenir sur tu parlais du salariat, Claire, comment est-ce qu'on fait pour ne pas quitter le salariat quand même, même s'il y a cette vague dont tu parlais, Laetitia, de freelance qui augmente énormément, les gens restent quand même assez attachés au salariat. Et on va prendre le cas des États-Unis, où on a l'impression, quand on regarde les études de Upwork et de la Freelancers Union, que on annonce 35% de freelance actuels, 50% dans 10 ans. Donc effectivement, là, on va vers demain tous freelance. Et pourtant, en fait, la réalité sur le terrain, elle est pas vraie, déjà parce que dans ces chiffres, tu disais, ça regroupait en fait une variété d'indépendants qui sont pas tous les freelances dont on parle. Et puis surtout sur le terrain, il y a quand même un attachement au salariat, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a une protection sociale qui est pas la même. Aux États-Unis, il y a un coût de la santé qui est extrêmement élevé. Et donc l'entreprise paye des bénéfices, paye de l'assurance santé et différentes protections sociales liées à la santé pour les employés et pas pour les freelances. Et qui a un coût qui est énorme quand on est freelance. Donc il y en a quand même beaucoup qui restent attachés au salariat pour pouvoir bénéficier de ces avantages en termes de santé-là. Et le contraste était très fort parce que juste après les États-Unis, je suis allé au Canada. Et au Canada, là, ils ont une protection sociale sur la santé qui est pour tout le monde, pour les freelances, pour les employés. On peut aller chez le médecin, on peut acheter ses médicaments. Comme en Belgique. En Belgique, c'est la même chose aussi. Et donc, c'était beaucoup plus simple. En fait, la transition de passer de salarié à freelance était beaucoup plus simple dans ces pays-là. Donc, il y a aussi un cadre institutionnel qui favorise ou qui ne favorise pas le lancement en freelance. Exactement. En fait, le bundle, c'est un ensemble d'institutions et la protection sociale, en fait, c'est très critique. Et tu parlais des États-Unis. Il y a même un cas encore pire. C'est des salariés, en fait, qui sont vraiment coincés dans leur travail et qui ne peuvent pas bouger. Et on a l'impression comme ça, quand on parle des États-Unis, que c'est une population active très mobile, je quitte mon job, je vais en voir un autre et tout. En fait, pas du tout. Il y a énormément d'immobilité et de rigidité, et de plus en plus, parce que les coûts de la protection santé, en fait, sont en explosion. C'est ce qui a cru de la manière la plus rapide, encore plus que les coûts de l'immobilier. Et en fait, il en coûte à un travailleur indépendant 1 000 à 1 500 $ par mois pour une assurance santé. Et puis alors, si vous avez le malheur d'avoir un problème médical, par exemple du diabète, et on sait qu'évidemment il y a beaucoup de diabète aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'obésité, eh bien ça va être plus cher. Et si vous avez des enfants à charge, n'en parlons pas. Jusqu'à très récemment, si vous étiez une femme et donc à risque de tomber enceinte, c'était plus cher que pour un homme. Voilà, tout un tas de choses comme ça auxquelles on ne pense pas. Et donc beaucoup de salariés sont coincés dans leur emploi, pas parce qu'ils sont fidèles à l'entreprise et qu'ils veulent y rester, mais parce qu'ils ont un membre de leur famille qui dépend d'eux pour la protection santé, qui sont malades. Et s'ils quittent leur emploi, eh bien, ils perdent cette protection-là et tous les soins qui y sont associés. Et donc, évidemment, c'est des situations dramatiques, mais ça illustre une chose intéressante qui est qu'en fait, cet indicateur de la rétention, donc oui, il faut les retenir, mais il ne faut pas les retenir pour les retenir. Il ne faut pas confondre rétention et prison. Et en fait, des entreprises qui ont les meilleurs taux de rétention ne sont pas forcément celles qui peuvent s'en vanter. Parce que les meilleurs taux de rétention sont liés souvent à des situations d'être coincé, de labeur extrême, d'emprisonnement sous une forme ou une autre. Et ce n'est pas les gens qui ont un engagement très fort ou une productivité très forte. Et voilà. Et donc en fait, la rétention, retenir pour retenir, c'est pas ça. C'est retenir pour développer, c'est retenir pour motiver, pour engager, etc. Donc parfois, si on a une rétention qui n'est pas extraordinaire, ça ne veut pas dire que vous êtes horrible comme entreprise, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être qu'en fait, vous donnez des opportunités et vous rendez vos employés plus employables. Et donc, ils ont des opportunités ailleurs. Finalement, c'est bien. Bon, ça ne vous profite pas directement tout de suite. Ça vous profitera peut-être à long terme parce que si l'expérience est bonne, ces gens-là deviennent des ambassadeurs. Ils vous aident à recruter, ils vous ramènent des gens, ils deviennent des clients, ils deviennent ils vous font votre publicité, etc. On fonctionne beaucoup plus dans une logique d'écosystème où on garde un lien avec les anciens, avec les alumni, on les fait revenir, on les fait retravailler. Ils retravaillent pour vous en freelance, voire
ils reviennent 5 ans après en salarié, les fameux boomerangs. Et les fameux boomerangs, ça existe. Hein. Moi, j'ai travaillé avec Malte. Ils ont une salariée qui était dans les tout premiers, qui s'appelle Oriane. Je ne sais pas si tu avais rencontré Oriane de Malte, qui est partie 1 an pour mener un projet personnel et qui est revenue. Et ils l'ont accueillie à bras grands ouverts. En fait, ils l'ont laissée partir pour qu'elle puisse revenir. Oui, les carrières sont plus linéaires et on a une hybridation du travail aussi, qui fait que, comme tu disais, on passe de salarié à freelance, freelance à salarié, et il n'y a plus forcément besoin d'opposer l'un et l'autre. Et là, il y a une startup qui m'a beaucoup plu il y a quelques mois, qui a autorisé ses salariés à travailler 1 jour par mois en freelance. Donc là, on parle d'hybridation du travail. C'est Shine, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une startup qui travaille déjà, qui crée un produit pour les freelances, un compte bancaire pour les freelances. Et puis, en fait, ils ont déjà, c'est énorme parce que c'est une reconnaissance du travail en freelance. Il y en avait déjà dans notre entreprise qui travaillaient en freelance. Mais là, le fait que l'entreprise dise « je sais que tu travailles en freelance, je t'encourage même à le faire », et bon, on se sent déjà libéré du fait de ne pas avoir à le cacher, de pouvoir le dire. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, ça permet, c'est une population qui est très jeune, il doit avoir une moyenne d'âge qui est autour de 25 ans aussi, j'imagine, peut-être 30 ans, et une trentaine d'années, ouais. Et du coup, c'est des gens où il y a souvent ces nouveaux entrants, donc un turnover important, et qui ont envie de challenge, qui ont envie d'excitation, de faire des tas de choses, de découvrir d'autres choses. Et plutôt que de se dire on va les laisser s'en aller pour qu'ils découvrent d'autres horizons, pourquoi pas les autoriser au sein de leur cadre salarial à découvrir d'autres choses en freelance, en encourageant ça. Et puis surtout, la dernière chose dans cette affaire, c'est la formation. Parce qu'en encourageant ces salariés à être freelance, ils vont du coup aller développer leurs compétences chez d'autres entreprises, découvrir d'autres pratiques qui peuvent peut-être amener des nouvelles transformations au sein de Shine, revenir avec plein de bonnes pratiques qui peuvent polliniser. Et donc il y a un aspect de formation parce qu'on n'est jamais mieux formé que quand on est sous contrat. Et pour chaque mission freelance, on doit creuser un aspect, on doit développer ses compétences qu'on peut rapporter dans l'entreprise. Ça a été théorisé il y a presque 20 ans par Google avec le fameux 20%. Oui. Hein, c'est cette idée de donner aux ingénieurs un petit peu de leur temps, de les autoriser à aller explorer. Et ça peut être tout. Ça peut être faire du freelancing, mener un projet perso. Mobilité interne aussi. Mobilité interne, voilà, exactement. Donc il y a vraiment cette idée, effectivement, qu'en allant faire un petit peu autre chose, on va apporter potentiellement des nouvelles idées, innover, infuser, polliniser, etc. Ça marche ou ça marche pas, c'est un pari et c'est une idée à accepter. Je pense que Shine, l'idée, c'est finalement, oui, vous n'avez pas besoin de partir, vous êtes déjà libre. C'est ça. Et du coup, ça enlève d'un poids énorme et ça donne envie de retravailler chez Shine tout le temps, en fait. On n'a pas envie de s'en aller. Et du coup, c'était marrant. Les employés se faisaient des sessions où ils se regroupaient à 3-4 une fois par mois. Bon, aujourd'hui, on va créer notre statut. Ensuite, on va se créer une petite page sur Malte. On va aller trouver des clients ensemble. Et il y a une énergie aussi ensemble. Ça rassemble les différents employés. Et il y a une autre idée chez Shine, c'est que comme leurs clients, les clients de leurs produits, de leur application, qui est vraiment bien designée, hein, il faut le dire. Ouais, c'est un petit compte en banque et des services administratifs qui sont proposés pour les freelances. Comme leurs clients, c'est des freelances, ils voulaient que leurs employés soient aussi des freelances pour pouvoir comprendre ce que c'est que d'être freelance. Donc c'est du design thinking, hein, c'est vraiment une manière de dire finalement comment peux-tu vraiment bien comprendre tes clients si tu te mets pas dans leur peau. Donc il y a cette dimension en plus parce que ils sont dans cet écosystème-là et que leurs clients c'est des freelances. Exactement. Et du coup, quand on a de plus en plus de freelance comme ça, il faut recréer des liens, et c'est peut-être le rôle des collectifs, ça aussi. De plus en plus d'entreprises qui sont des lieux de compétences et des lieux de rencontre aussi de différents collectifs. Et on voit là, on a une liste un petit peu de tous les nouveaux services pour freelance qui se développent. On a tout un écosystème qui est en train de se créer. Et dernièrement, là, j'ai lancé sur LinkedIn un Google Sheets où les gens pouvaient rajouter les différents services pour freelance qui existaient. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plus de 150 plateformes, cabinets de recrutement, collectifs qui trouvaient des missions. Il y avait une quinzaine d'assurances, de mutuelles qui étaient créées pour les freelances, à peu près autant de fintech qui font des services financiers. Et puis, énormément à côté pour la formation, pour la mise en réseau, de services pour freelance, tout un écosystème qui se crée. Et ça encourage aussi le développement de cette révolution du freelancing dont on parle. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être freelance que c'était le cas il y a 5 ans, 10 ans, parce qu'il n'y avait pas tous ces services qui facilitaient le quotidien en fait. En fait, créer un contrat d'ouvrage, ça ne se fait pas tout seul. Et comme le contrat de labeur, c'était quelque chose de collectif, eh bien, en fait, on a besoin d'un réseau, on a besoin de recréer des institutions et qui n'existent pas. Du coup, nouvelles banques, nouvelles assurances, mais aussi comment est-ce qu'on retravaille ensemble quand on est tout seul, parce que c'est tellement dur d'être tout seul. Et donc, beaucoup de freelances se mettent en collectif. Il y a HappyDev qui est un super collectif de développeurs, mais il y en a plein d'autres. Dans le design, il y a Co-Design It. Je ne sais pas si tu les
les avez rencontrés. Non, mais j'ai vu Alchemist qui était là, par exemple. Ils sont une quinzaine. Et Cosme aussi. Cosme aussi, oui. Il y en a pas mal. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, on est freelance, c'est super, mais il y a l'aspect solitude. Et puis l'aspect aussi, j'ai envie de monter en compétences, j'ai envie d'être entouré par des bonnes personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi. J'ai envie de travailler sur des projets plus conséquents aussi, des projets qui ont plus d'envergure, où je peux avoir un impact qui est plus important. Et donc, seul, je peux pas. Par contre, si on est 3-4, si on est 10-15, là, on peut le faire. Accessoirement, on a aussi un meilleur pouvoir de négociation quand on fait partie d'un collectif. Donc il y a aussi cette idée de comment est-ce que donc c'est pas un syndicat, on est d'accord, mais il y a aussi cette idée de comment est-ce que je défends mes intérêts collectivement. Finalement, en étant plusieurs, on fait poids. Et donc il y a aussi cette dimension-là finalement qui est recréée et qui manque encore. Hein. Il manque un syndicat. Il manque un syndicat de freelance, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à l'avenir, et je crois que c'est ce qu'on en avait parlé à la fin de la discussion quand on s'était rencontrés à Londres la première fois dans ce voyage Going Freelance, c'était pourquoi pas imaginer un jour toutes ces différentes communautés, la communauté de Shine, celle de Malte, celle d'Alchemist, de WeMind, d'AppyDev, qui se réunissent en fait pour défendre les intérêts des freelances qui sont les mêmes sur des gros sujets, la formation, la protection sociale, et pour retrouver une forme en fait de syndicat, mais sous de nouvelles formes. Et t'en parles dans ton livre aussi d'ailleurs, qu'il faut réinventer ces syndicats d'une nouvelle façon. On va passer la parole à vous. Est-ce que vous avez des petites questions pour Laetitia et Samuel? Je voulais tous vous présenter. C'est ça, on peut aussi tous se présenter. Moi, j'avais une question. J'ai l'impression que d'un côté, il y a les petites startups super innovantes, des logos trop sympas, colorés, jeux vidéo, tout ça, hyper sympa, où tout le monde travaille comme il veut. De l'autre côté, il y a les grosses entreprises avec nos vieux bons logos bien lourds, avec des tours à la défense. Au milieu, je dirais qu'il y a les entreprises comme nous, où on a un leader qui a compris que les choses changeaient, qu'il fallait s'adapter rapidement, et donc qui insuffle aussi cette énergie-là de changement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour, je pense à tous ces middle managers, qui sont dans ces grandes entreprises, qui n'ont pas forcément un leader qui est porté par le future of work, qui n'est pas inspiré par ça, qui ne diffuse donc pas ces informations. Et par contre, ils se trouvent confrontés à des gens dans les équipes qui sont en plein dedans, qui vont très vite, qui vont plus vite que l'entreprise. Et comment fait ce manager qui a été élevé un peu à l'ancienne, qui se trouve confronté à des gens qui n'ont plus envie d'attendre? Et voilà, moi c'était un peu ma question. C'est la grande question. Mais il y a d'abord entre les entreprises ringardes qui seraient ringardes. Non, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il y a des startups qui, en grandissant, se bureaucratisent, deviennent comme des grandes organisations. Google ressemble à bien des égards à une grosse organisation avec beaucoup de hiérarchie, beaucoup de jeux politiques, finalement beaucoup de gaspillage de ressources et de bureaucratie aussi. Et en fait, les gens ne sont pas si artisans que peut-être au début. Et en tout cas peut-être que l'image qu'il renvoie. Donc il y a le faux cool aussi, beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui ne font pas la une des magazines, qui sont des PME innovantes, qui sont des PME qui ont réinventé la gouvernance, qui sont des ETI qui ont un manager, un leader qui s'est à un moment sincèrement posé des questions sur sa gouvernance, sur l'organisation de son entreprise, sur où on va, qu'est-ce que je veux, etc. Donc il y a des démarches sincères qui ne sont pas dans les médias. Et d'ailleurs, peut-être que si elles ne sont pas dans les médias, la démarche est plus sincère, parce qu'il n'y a pas de jeu de marque employeur, de faux cool, etc. Et donc, en réalité, je pense que le plus important, c'est que effectivement, c'est très dur pour un manager quand son supérieur ou quand les fondateurs ou les big boss ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Je pense que c'est très, très difficile. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'insuffler d'en haut un vent de démarche sincère sur la transformation de l'organisation, mais c'est indispensable. Ça ne suffit pas, mais c'est indispensable. Et donc les managers, s'ils font les choses malgré, ils pourront faire des petites choses, mais fondamentalement, ça va être très compliqué. Et c'est quelque chose qui est difficile, par exemple, pour beaucoup de DRH, quand eux, ils ont des intuitions, ils ont envie de faire des choses et tout, et en fait, leurs supérieurs sont pas du tout dans cette démarche-là, et en fait, ils disent, c'est vain, en fait, je peux pas. Je suis sûre que tu vas apporter quelque chose. Moi, je pense que l'union fait la force. Et je pense qu'il y a premièrement un travail d'infusion
d'éducation aussi upwards, de donner l'information, de partager ce qu'on apprend, de partager ce qui nous anime, le middle manager. Et puis il y a chercher des pairs, chercher des collègues avec qui on va pouvoir influencer, jouer le rôle du collectif et avoir un contre-pouvoir et pouvoir changer les choses. J'y crois beaucoup, personnellement. Oui, et ça s'est vérifié dans des entreprises que j'ai rencontrées très concrètement, chez Deezer par exemple, mais il y en a d'autres partout autour du monde, où c'était une personne dans l'entreprise en fait qui arrivait avec des convictions fortes qu'il fallait changer pas mal le processus de l'entreprise, qui a mis en place dans son service ces changements, et puis a été voir ensuite ses propres managers en disant regarde, j'ai fait ça, ça a changé beaucoup de choses, le bien-être des personnes qui travaillent avec moi a augmenté, freelance et salariés, et puis pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans d'autres services aussi? Et c'est la stratégie des petits pas, et ça a été mis en place comme ça chez Microsoft, ça a été mis en place, qui est pourtant une grande entreprise aussi, qui a quelques années, et puis après peut-être qu'une fois qu'il y aura ces personnes-là, du coup, middle managers qui vont commencer ces changements-là, couplé avec la pression de l'extérieur aussi, l'augmentation des prix des loyers, et puis une pénurie de talents dans certains domaines, on a besoin de recruter, et plus seulement autour du siège social, mais pouvoir recruter à l'échelle nationale, voire à l'échelle mondiale, et puis faire appel à des freelances. Peut-être que les transformations, avec à la fois un mouvement qui vient d'en bas, et puis un mouvement qui vient de l'extérieur, et ben là du coup peut-être que le top-down va pouvoir commencer à faire son effet, et à se mettre au travail. Ça fonctionne? Oui. Bonjour. Tout d'abord, merci pour la qualité de vos interventions. C'est extrêmement inspirant. Moi, je suis quelqu'un aussi qui a fait le saut de l'industrie vers le fait d'être à son compte, mais pas du tout dans le même métier. Juste en 2 mots, parce que c'est lié à la question que je vais poser après. Moi, j'aide mes clients à développer les soft skills et la cohésion dans leurs équipes par des expériences de dégustation. Bon, voilà, c'est une pédagogie un peu particulière. Moi, ma question, c'était justement sur la question des compétences et du développement de compétences. Quid dans une entreprise qui est de plus en plus hybridée, en tout cas qui a des ressources humaines hybrides, comment est-ce qu'on planifie le développement des compétences? Comment on intègre notamment les freelances dans ce projet, si c'est le cas? Ou est-ce qu'on considère qu'en fait les freelances ont, dans ce qu'on achète chez le freelance, il y a un développement autonome de sa compétence, mais dans ce cas-là aussi, quid des soft skills, pas forcément les compétences techniques, mais aussi des compétences de savoir-être? C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Et effectivement, les freelances, jusqu'ici, c'est à leur charge. Et d'ailleurs, c'est parfois pour ça qu'on va les voir. C'est parce qu'ils se forment par eux-mêmes, etc., parce qu'ils ont un autre état d'esprit, parce qu'ils ont choisi une mission pour acquérir une nouvelle compétence. Parfois, c'est un choix qui est fait. Je fais telle mission pour apprendre un nouveau langage informatique, par exemple. C'est quand même assez génial. Ouais. On apprend par le faire. Alors que les salariés, eux, faisaient l'objet d'une offre assez importante ou pas de compétences qu'ils pouvaient acquérir. Et puis avec cette idée, de toute façon, je ne peux pas en plus le proposer aux freelances, parce que si je propose aux freelances de la formation, je suis dans la logique de traiter un freelance comme un salarié, donc il va me demander la requalification, ce qui est d'ailleurs un peu absurde, parce que le freelance ne veut pas demander la requalification en l'occurrence. Mais en tout cas, les choses sont séparées, et donc ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et à ma connaissance, des entreprises qui raisonnent, qui pensent à la formation des freelances, ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas. De cette façon-là, elles ne pensent pas à la formation des freelances. Par contre, dans une logique de rétention de talent, elles peuvent se dire, je vais apporter quelque chose aussi aux freelances. Oui, c'est du non-dit. C'est dans telle mission, je te propose finalement, tu vas aussi apprendre ça. Et en fait, tout ça, c'est du non-dit, parce qu'effectivement, les soft skills sont essentiels. Autant dans les RH, on en parle. Ça fait partie du recrutement. On recrute quelqu'un aussi pour ses soft skills, parfois surtout pour ses soft skills. Alors que comme le freelance, il n'est pas recruté, il est acheté, je sais pas quoi. C'est une prestation, c'est la direction des achats. Officiellement, c'est pas des ressources humaines. Officieusement, c'est des ressources humaines. C'est-à-dire, on rencontre les gens, surtout si c'est une grosse mission. On va pas prendre n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un qui puisse communiquer, pas le cliché du geek qui travaille dans son coin, qui est pas capable de communiquer avec les autres, ou qui serait arrogant parce qu'il connaît tellement bien sa techno qu'il n'est pas capable de la transmettre. Donc justement, on va chercher quelqu'un, surtout si on prend un freelance en interne, pour finalement aussi un petit peu avoir, acquérir une compétence qu'on n'a pas. Il y a cette logique de transmission. Donc on veut une freelance qui va être capable de transmettre en fait un certain nombre de choses.
donc d'enseigner. Et donc on est dans vraiment des soft skills essentiels, voire même des skills presque de leadership dans certains cas. Quand on fait venir à l'intérieur d'une équipe quelqu'un qui a une compétence qu'on ne maîtrise pas et qui est la compétence vraiment clé, il existe des directions dans lesquelles au sein desquelles certaines équipes sont l'idée par un freelance, ce qui peut sembler complètement incroyable, mais c'est jamais mis sur le papier. Donc effectivement, les soft skills en fait sont fondamentales, mais là on est dans complètement quelque chose qui est informel, officieux, non dit, c'est pas dans les contrats, c'est quelque chose qui c'est la réalité humaine du travail qui va se passer, alors qu'on peut le formaliser et en faire un plan parmi les salariés. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important que ce soit bien la personne qui recrute le freelance et qui va le côtoyer au quotidien, qui fasse ce recrutement, donc qui va manager au quotidien le freelance qui le recrute, et que ce soit pas la direction des achats qui en fait va pas le côtoyer, et donc ça multiplie les personnes dans l'affaire, et puis surtout il n'est pas au quotidien, donc il n'est pas confronté aux soft skills. Donc il faut pas simplement penser compétences, mais il faut penser techniques, mais compétences aussi, soft skills. D'où l'intérêt que ce soit la bonne personne qui s'occupe du recrutement des freelances. Claire, tu voulais intervenir ? Oui, juste pour partager ce qu'on voit chez nos clients. Je dirais que des actions de formation ciblées particulièrement sur les freelances, je n'ai pas connaissance, et en échangeant avec nos partenaires, je n'ai pas entendu parler de ça. Par contre, souvent, ils vont organiser une action de formation pour l'équipe, et les freelances ou les prestataires qui sont à l'heure actuelle dans l'équipe vont participer. Et par rapport aux soft skills, pour moi, c'est surtout lié à la culture de l'entreprise et donc la posture que l'on souhaite chez nos collaborateurs. Je pense qu'ils sont intégrés parce que tout simplement, quand il y a une grand-messe, quand il y a une annonce qui est faite, ils en bénéficient comme les autres. Après, c'est pas ciblé, c'est plutôt par ricochet et informel, comme je disais. Même l'onboarding, en fait. Parce que parler de onboarding des freelances, c'est un peu antinomique, parce que justement, onboarding, c'est par définition pour les salariés, et puis sinon, c'est pas possible, c'est incompatible. Et la réalité, c'est qu'il faut bien les onboarder. Oui. Donc effectivement, sur une mission, un projet, etc., quand il y a une formation qui en fait consiste à acquérir de l'information nécessaire, il faut bien que les freelances en fassent partie. Et donc de fait, c'est une forme de formation. De toute façon, on apprend en faisant et on apprend au contact des équipes. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, alors, donc je travaille pour S3. Merci beaucoup pour la qualité de votre contenu et la richesse du coup des autres sociétés, des startups. Alors du coup, je partageais beaucoup avec Sébastien, un de mes clients aujourd'hui qui est là. Le cadre légal aujourd'hui des freelances, parce qu'on parle beaucoup de prestations, de services, on a beaucoup partagé ce point durant tout le discours. Comment vous voyez la suite en fait ? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus nommer des gens, mais il faut nommer des prestations. En effet, c'est assez antinomique dans la mesure où c'est légal en fait. On ne peut pas, il n'y a pas de lien de subordination. Comment vous voyez l'évolution ? Parce que je reviens de quelques meetings où c'est de plus en plus clair et il ne faut pas y déroger, parce que ça peut être effectivement une véritable faute. Oui, c'est une impasse qui offre un boulevard à des intermédiaires qui continuent d'exister. Mais c'est une situation un peu, pour moi, c'est une situation qui est un peu une situation de rente. Et donc, il y a du lobbying qui est fait de la part d'un certain nombre d'acteurs pour faire en sorte que les choses ne changent pas trop. Donc, j'appelle de mes voeux l'arrivée de plus de transparence en la matière. Mais pour l'instant, ça n'évolue pas trop. Les seuls points d'évolution, en fait, c'est notre lobbying qui est fait par des plateformes, et notamment Malte, par exemple, qui a parfois permis ou imposé l'idée dans les directions d'achat qu'on peut traiter en direct avec un freelance via une plateforme. Mais les choses restent compliquées pour les freelances hors plateforme, hors intermédiaire, dont l'accès est complètement bloqué, ce qui veut dire côté achat ou recrutement qu'il n'y a pas de recrutement direct qui est possible. Et donc pour l'instant, les choses sont assez verrouillées en réalité. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer très sincèrement, parce que je pense qu'il y a des intérêts très très puissants et très bien introduits qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent trop vite. Donc ça peut mettre des années et des années en fait. Du coup, le recul sur l'étranger,
comment ça se passe? Parce qu'on dit qu'en France, c'est ça. C'est à peu près la même chose. Hein. Il y a des variations en fonction des pays, mais on a quand même, en fait, en général, dans les grands groupes, l'idée que c'est compliqué, qu'il faut prendre des pincettes et que il faut pas prendre trop de risques quand même quand on travaille avec des freelances, et que si on peut éviter, si on peut essayer de passer par un intermédiaire, c'est quand même toujours mieux. Après, il y a des pays où, en fait, où moi j'ai trouvé qu'au Canada, ils étaient quand même assez souples avec l'idée de travailler avec des freelances, et que ça se passait plutôt bien. En fait, on essaie de trouver un bon équilibre entre l'intégration et donner. Et la Belgique, c'est à peu près comme le Canada. C'est des marchés qui sont assez similaires, où on essaie où en fait on est beaucoup plus souple, on est beaucoup plus flex avec le freelance, en se disant on va avoir une dose d'intégration en fait dans l'entreprise qui lui permet quand même d'être efficace, d'avoir une culture d'entreprise sans risquer la requalification au salariat. Et parce que ils comprennent en fait que le freelance, il est là par choix, il a choisi son statut, et donc il va pas redemander une requalification au salariat. En fait, voilà, l'enjeu, c'est cette question de la requalification. Et la requalification, elle est importante quand il y a un écart très fort entre un type de contrat salarié et un autre type de contrat. C'est-à-dire qu'il y aurait un type de contrat qui serait associé à énormément de protection et d'avantages, et un type de contrat où on n'aurait rien. Et donc, pour peu qu'on ne soit pas très bien traité quand on n'a pas ces avantages-là, bah oui, on va demander la requalification. On va aller au prud'homme, etc. Donc, les pays dans lesquels il y en a, donc il y a le Canada, il y a la Belgique, il y en a d'autres où l'écart est beaucoup moins fort, où en fait, il n'y a pas cet écart, soit parce que la protection sociale est associée à l'individu et pas au type de contrat qui le lie à son entreprise, soit parce qu'en fait, il n'y a pas d'écart entre les types de contrats, et puis de toute façon, vous êtes salarié, vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain, oui. enfin, bon, plein de choses comme ça, et bien du coup, l'enjeu de la requalification n'est pas du tout le même, et la fluidité est beaucoup plus grande dans les relations et dans les possibilités de collaboration sous différentes formes. Alors, un pays qui est très intéressant à observer, je pense, pour nous tous, parce qu'il n'est pas loin, c'est les Pays-Bas. Parce qu'ils ont quelques années d'avance et ils ont un recours plus important aux indépendants. Ouais. Et ils ont fait une sorte de courbe. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers le demain tous freelance. Et puis, ils ont commencé à instaurer de plus en plus de protection pour les freelances pour qu'ils aient des avantages. Donc, un bundle qui soit le même qu'au salariat. Et du coup, ça a d'un côté, donner plus de contraintes aux entreprises qui voulaient avoir des freelances parce que du coup, il fallait aussi offrir les mêmes avantages qu'aux salariés. Oui. Voilà. Mais d'un autre côté, ça a aussi permis à plus de personnes de se lancer sur le freelance. Et en fait, tout ça, ça touche à comment on définit le lien de subordination et d'essayer de le détacher un maximum des avantages en fait autour. Donc voilà, si ça vous intéresse, observez les Pays-Bas. Là, ils sont en train, la législation change encore. Là, il y a beaucoup de lobbies justement pour essayer d'apporter encore plus d'avantages aux freelances. Mais c'est de repenser vraiment ce contrat-là. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je voudrais intervenir sur deux choses, notamment ce que vous avez dit tout à l'heure sur votre questionnement. Je pense pouvoir vous répondre, puisque moi, ça fait quand même une vingtaine d'années quasiment que je suis dans le juridique. Et que de fait mon parcours, je surfais déjà un peu sur la vague malgré mon vieil âge, si on peut dire ça comme ça. J'ai été pendant 10 ans en indépendant, profession indépendante, puisque j'ai été avocate en droit social, hein, donc le statut indépendant, je sais ce que c'est. J'ai voulu aller en entreprise pour justement insuffler, comme vous disiez tout à l'heure, polliniser de nouvelles pratiques de travail. Et effectivement, j'ai été confrontée à différentes reprises, puisque j'ai changé de poste régulièrement. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu un slasher professionnel. Je fais à peu près 1 an et demi par boîte. Moi, je me lasse très vite. Il faut que ça aille vite. Et donc, je change beaucoup. Et j'ai rencontré dans toutes les entreprises et à tous les postes que j'ai pu occuper en tant que DRH, responsable juridique, responsable relations sociales, des résistances, que ce soit en haut, en bas, enfin, tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez une forme de résistance qui se crée parce que le changement, ça vous demande un effort, ça vous demande de prendre sur vous, ça vous demande d'évoluer. Et c'est très difficile pour la plupart des gens. Et ce qui se passe au niveau RH, qui est un vrai bouleversement et qui fait mal, c'est que pour pouvoir insuffler du changement, soit vous avez recours effectivement à l'extérieur pour insuffler quelque chose de nouveau, et c'est moins dangereux parce que j'ai envie de vous dire ce qui vient de l'extérieur, c'est dangereux, mais en même temps, c'est temporaire. Donc voilà, soit vous recrutez des nouveaux. Et la problématique, c'est que quand vous recrutez du nouveau, il y a un vrai choc des cultures entre l'ancien et le nouveau.
Et c'est ça qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'il y a un rejet, c'est vraiment un peu comme une grève qui ne prend pas. Il y a un vrai rejet et malheureusement, c'est on va dire en éliminant l'ancien et en recréant du nouveau que vous pouvez créer du nouveau. Ça fait mal, mais c'est ce qui est en train de se passer et qui se produit. Ça crée effectivement, et vous m'arrêtez si je me trompe, je pense que ces métiers qu'on appelle des freelancers, mais qui en fait se concentrent beaucoup sur des métiers de niche, hein, je trouve, parce qu'en réalité, il existait déjà des indépendants, des consultants, des prestataires de services, vous les appelez comme vous voulez, mais ça existait déjà dans plein de métiers, ça continue à exister. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de problématique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de requalification, parce que à partir du moment où vous ciblez concrètement l'action pour laquelle la personne est là, que vous faites un vrai contrat en disant ce pourquoi elle est là, combien d'heures elle est là, avec qui elle a des rapports de liens, et que vous faites un vrai contrat solide, il n'y a pas de requalification, c'est une prestation de service. Il est là à un instant T. Oui, mais on y viendra parce que malheureusement, ou heureusement, moi j'ai fréquenté ce qu'on appelle les nouvelles générations X, Y, Z, et on n'est même plus dans le Z maintenant, on est dans les millennials et j'en passe. Ils ont une façon de faire qui est, on veut être heureux dans ce qu'on fait, on veut donner du sens à ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on travaillera bien et qu'on sera efficace. Et ils ont raison. Et donc les anciennes générations, dont je fais partie, hein, parce que bon, je ne casse pas mon âge, hein, j'ai 45 ans, ils ne sont pas du tout dans ce registre-là. Hein. Ils veulent conserver leur statut, leur poste. Moi, j'ai un management qui est très dans le partage, dans la confiance et dans la responsabilisation. Je donne une mission, je donne des objectifs et j'attends des personnes qu'elles le fassent. Si elles ont des difficultés, elles viennent me voir. Il n'y a aucun problème, on en discute. Mais à un moment donné, on est là pour faire un travail. C'est pas vraiment comme ça que fonctionnent les anciennes générations. C'est je suis ton chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui sais. C'est plus ça. Et les nouvelles générations, elles ne résistent pas à ça. Elles restent 6 mois, 1 an, maximum 1 an et demi, et elles s'en vont. Donc la rétention des talents, ça devient compliqué. Je pense que tout va partir, comme vous disiez tout à l'heure, et du haut, forcément, et de la RH, parce que ça ne pourra pas se produire autrement, pour insuffler en tout cas le changement. Mais le RH, il a un rôle d'architecte du changement. C'est lui qui doit insuffler le changement, justement, parce que c'est son métier qui va être le plus bouleversé. Oui, sauf que moi, par exemple, j'ai essayé d'insuffler le changement pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, là où j'étais, ça a été très compliqué. J'ai introduit le télétravail progressivement sur certains métiers, dans certains secteurs au sein de l'entreprise pour commencer à insuffler des habitudes. Moi-même, je le faisais déjà quand je suis arrivée, ça a été la condition de mon embauche. J'ai dit, moi je fais du télétravail et c'est à prendre ou à laisser. Ça a été un peu brutal, mais ils ont très bien vu que ça n'empêchait pas de faire bien mon travail. J'ai aussi insufflé d'autres habitudes qui étaient de bosser à la cafette ou bosser dans le jardin ou bosser dans une salle, pas être tout le temps sur mon poste. Ça a été très mal vu. Vous parliez tout à l'heure il faut dire bonjour absolument aux gens, passer quasiment dans tous les couloirs pour dire qu'on est là. Moi, j'ai pas à donner on va dire, de satisfaction de ce type-là. Moi, j'arrive quand j'arrive. Et tout ça, ça a créé des choses qui ont brusqué. C'était agressif, on va le dire, et c'est pas bien accueilli. Donc, au bout d'un moment, vous êtes rejeté de fait. C'est-à-dire que le changement que vous insufflez, même s'il se fait progressivement, vous êtes un élément perturbateur. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent dans les entreprises, qui sont, comme vous disiez, des pollinisateurs. On sait qu'on ne va pas rester longtemps, mais on sait qu'on va insuffler du changement comme ça, ici et là. Et c'est les générations qui arrivent, c'est ça en fait. On va polliniser pour créer du changement et progressivement partir sur un autre registre. Ouais, moi j'avais juste une remarque ou une question également, mais moi ça va faire un peu plus de 15 ans en fait que je travaille sur le marché du freelancing donc en France. Je pense que ces 15 dernières années donc sur le territoire français, les choses ont vachement évolué. Ces 5 dernières années, ça s'est accéléré. Je pense que les 5 prochaines années qu'on va vivre vont juste être démentes. On a oublié également en fait des acteurs qui ont contribué justement donc au développement en fait donc du freelancing en France. On ne va pas parler du tout en fait de portage salarial, mais en France c'est une particularité, mais effectivement donc qui a fait le plus grand bien aussi. Tout à l'heure on parlait justement d'initiatives ou le manque d'initiatives ou le manque de rassemblement pour protéger les intérêts en fait du freelancing, par exemple le syndicat. Je pense que c'est une des tâches sur laquelle en fait Inde est relativement busy en ce moment donc de chez WeMind, et je pense que c'est une question de semaines ou de mois avant que ce syndicat existe. La CFDT, il travaille aussi. Aussi, ouais, complètement. Mais pour en avoir parlé donc avec elle, effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose. Elle est très active et je la remercie. Donc, je pense qu'effectivement, donc il y a des différences. Moi, j'aimerais juste faire un commentaire. En fait, aujourd'hui, donc le freelancing, c'est pas une question de génération. En fait, je pense
pense que peut-être que la jeune génération, en fait, grosso modo, dont je ne fais pas partie, je ne fais plus partie, j'ai fait partie de cette génération il y a quelques années, mais grosso modo, en fait, elle nous fait prendre conscience, en fait, qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. On le voit, en fait, sur plein de sujets, au niveau écologique également. Donc aujourd'hui, on a envie de faire quelque chose qui ait du sens. En fait, le freelancing, c'est une question de passionné avant tout. On veut justement donc partager en fait notre savoir. Il y a cette notion-là. En fait, je pense que le freelancing, c'est tout l'opposé en fait donc de quelqu'un qui est seul. Au final, c'est quelqu'un qui veut partager donc son savoir. Donc c'est bien qu'il y ait un écosystème en fait qui se mobilise donc tout autour de cela. Donc très bien si effectivement donc il y a un syndicat également qui peut encadrer les choses. Très bien s'il y a des acteurs comme S3 en fait peut également se mobiliser pour pouvoir donc créer, animer donc un écosystème et présenter du WeMind et du Shine, etc., etc. Maintenant, en fait, je voulais juste en fait noter que c'est pas une question de génération, parce que là, en plus, on est en pleine période donc des réformes des retraites. C'est un gros sujet là qui va nous attendre, qui va occuper tous nos week-ends en fait sur certains ronds-points dans les semaines à venir, dans certains mois, les mois prochains. Donc, grosso modo, en fait, il y a également en fait quelque chose, et on en parlait avec une collègue donc tout à l'heure. La silver economy. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme qu'on va devoir, c'est une vague qu'on doit prendre pour les surfeurs dans la salle, je sais qu'il y en a. C'est une vague qu'on doit prendre absolument parce que justement, donc il y a une grosse vague en fait de départ à la retraite. Il y a également à partir de 45 ans aujourd'hui, donc on est quelque part has-been. Donc le freelancing, c'est une deuxième chance, une deuxième opportunité. Il y a des écosystèmes qui se créent également, je ne vais pas le citer, enfin si je le cite, Eustache, qui est très bien, justement je vous invite à les contacter, Loïc Richet, donc justement donc, pour mettre en avant en fait, la place donc, des consultants qui ont une expérience, qui a valorisé et qui peut être valorisée par du freelancing à partir de 45 ans et plus. Quoi. Donc c'est absolument d'accord. Et l'âge médian en France, il est de 41 ans. Bien sûr. L'âge moyen est de 40 ans. Et, ouais. Et en fait, il monte, cet âge médian et cet âge moyen. Et donc évidemment, en fait, on va recruter des quarantenaires, on va recruter des cinquantenaires, on va travailler plus longtemps. Tu l'as dit, la réforme des retraites, ça va nous amener à travailler plus longtemps, sans aucun doute, Bien sans sûr. l'ombre d'un doute. Et donc le grand défi, c'est peut-être aussi d'arrêter de parler de génération, parce que ce dont vous parliez, c'est intéressant, c'est que en fait, c'est effectivement quand on a travaillé d'une certaine manière pendant un certain temps, on a façonné on va dire ses capacités cognitives, sa capacité à se transformer. Et donc oui, mais on peut être un vieux à 30 ans. Bien sûr. Si on a travaillé 8 ans d'une certaine manière. Et donc en fait, évidemment, c'est pas tant une question de génération. D'ailleurs, l'âge moyen des freelances n'est pas si bas qu'on le pense. Il y a énormément de gens de 45 ans qui sont rejetés sur le marché dans des contrats salariés qui leur sembleraient attirants et qui se lancent à leur compte, d'ailleurs avec un réseau, des compétences, des skills particulières. Et voilà, je vais me lancer en tant que consultant. Il y a toute cette vague de néo-consultants entre 45 et 55 ans, pour qui c'est une deuxième phase de carrière que de faire une carrière à leur compte. Et ils ne se revendiquent pas forcément comme freelance d'ailleurs. Ils sont chefs d'entreprise, ils sont consultants, voilà, c'est d'autres mots. Mais après, la réalité derrière, elle est celle-là. Ils ne sont pas micro-entrepreneurs, non, parce qu'en fait, ça n'a pas de grand intérêt d'être micro-entrepreneur, à dire vrai. Donc, ils créent une SARL, enfin une SA, j'en sais rien. Ils créent une entreprise. Un jour, peut-être qu'ils vont embaucher, ou pas, ou travailler avec d'autres freelances. Mais effectivement, ça, c'est une vague, mais une énorme vague de gens de 45-50 ans qui vont s'y mettre, parce que on a une espèce de jeunisme renforcé, cette espèce d'obsession complètement mal placée, déplacée pour des millénials. C'est pas... Tu es formidable. J'ai rien contre... Non, mais c'est juste que tu es formidable comme peut l'être quelqu'un de 10 ans plus que toi. Et donc c'est effectivement une grande erreur que de concentrer le débat autour de ce phénomène de génération. Mes amis freelance, ils n'ont pas 20 ans, ils en ont plutôt 30-35. Les gens avec qui j'échange le plus régulièrement, ils ne sont pas de ma génération, et ma génération n'est pas du tout forcément plus attirée que celle d'au-dessus, celle d'encore au-dessus. Tu l'as dit, il y a plein de ringards dans les gens de ton âge. Exactement. Mais c'est pas une mode en fait. Et c'est juste une dernière remarque. Après, justement, donc en fait, le freelancing, ça a un impact aussi sur les sociétés donc de notre industrie, donc le recrutement au sens large, puisque aujourd'hui en fait le positionnement d'S3 en fait c'est de pouvoir accompagner en fait donc du diplômé jusqu'à la fin de carrière justement, et accepter le fait que quelqu'un peut avoir plusieurs carrières dans une carrière, mais par contre à la différence en fait d'une plateforme que vous avez mentionné donc à quelques reprises ou montré donc les logos, c'est effectivement donc de pouvoir donc justement donc s'adapter, les accompagner sur la durée. Donc et il peut y avoir des besoins pour des raisons personnelles. Tout à l'heure on parlait justement donc des problématiques d'emprunt.
pour investir donc dans sa vie personnelle, etc. Peut-être qu'on a envie donc de devenir un consultant en CDI, donc être intégré, et puis donc 5 ans après, en fait, de devenir freelance. Et c'est peut-être le positionnement, en tout cas, c'est le créneau que S3 a, donc de l'accompagner sur la totalité donc de la carrière, quoi. Mais très heureux d'être là. C'est bon, merci. Bonjour. J'ai pas forcément une question, mais c'est plutôt une observation que je voulais apporter, une réflexion par rapport justement à cette volonté de devenir freelance ou à ce positionnement. Donc moi, en fait, je recrute pour l'industrie pharmaceutique sur des profils plutôt médicaux. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on a une population freelance qui est plutôt très senior en général dans ces métiers-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive à un niveau où je suis directeur médical, je gagne tellement bien ma vie à des salaires vraiment extravagants qu'au bout d'un moment, quand je fais partie du dernier plan social, je ne retrouve plus de poste salarié à ce niveau de rémunération. Donc au début, j'attends parce que je me dis j'ai quand même des compétences qui valent ce salaire-là. Et puis au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, je me dis je vais soit accepter 30% de moins que ce que je gagnais avant, soit passer consultant parce que finalement, j'ai quand même des compétences à revendre et j'ai encore 5 ou 10 ans devant moi. Donc finalement, aujourd'hui, d'une part, on a des personnes qui sont consultants ou freelance, qui sont plutôt très seniors et qui doivent se contenter de faire des missions en deçà de leurs compétences de direction finalement, pour pouvoir continuer à gagner leur vie. Et d'autre part, nos clients aujourd'hui, quand ils veulent recruter des salariés, le profil type idéal, c'est le 30-45 ans qui a déjà des compétences, qui ne coûte pas trop cher et qu'on va pouvoir projeter dans l'entreprise, donc quelqu'un qu'on va vouloir projeter dans un poste évolutif et non plus quelqu'un qui est déjà plutôt en fin de carrière. Donc c'est un petit peu les constats que j'ai faits dans ce type de métier. Voilà. Pardon, j'ai de nouveau une question. Alors là, ça concerne plus donc, notre rôle donc, de cabinet de recrutement, de placement de ressources, puisqu'on place aussi bien des personnes donc, en CDI qu'en freelance. L'évolution en fait, de notre positionnement en tant que cabinet de recrutement, je sais que c'est un marché extrêmement concurrentiel en France. Je sais qu'aux États-Unis, c'est en train de bouger beaucoup. En Allemagne aussi. Comment vous voyez la suite en fait, de notre positionnement donc, en tant que cabinet de recrutement ou fédérateur de freelance dans les prochaines années, ou du moins des gens que vous avez rencontrés au cours de votre carrière sur ce qu'ils souhaitent, ces freelances, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils sont intéressés par notre positionnement, notre service, et comment on pourrait le faire évoluer en fait? Oui, encore une excellente question, parce que cette même question se pose pour les agences d'intérim, pour beaucoup de milieux qui sentent que il y a des plateformes qui arrivent, on des intermédiaires, d'autres entreprises qui disent oui, de toute façon, il n'y a que l'interne qui peut recruter pour connaître la culture, il ne faut surtout pas externaliser précisément le recrutement. Et en même temps, c'est un marché qui explose dans sa globalité, parce qu'on a de plus en plus besoin donc en tout cas, en termes on a de plus en plus besoin de gens qui vont pouvoir faire justement le lien dans un contexte où recruter est de plus en plus difficile. Donc à la fois en termes d'opportunités de marché, c'est toujours là. En termes de, effectivement, concurrence, nouveaux entrants, etc., c'est énorme. Donc, où est la valeur pour les agences d'intérim comme pour des cabinets de recrutement? Elle est dans quelque chose qui va être plus singulier et plus artisanal, dans quelque chose que les plateformes n'apportent pas. Les plateformes, c'est de l'automatisation généralisée, c'est vous passez en direct, effectivement, il y a des recommandations, et des choses, il y a aussi une réputation qu'on crée en ligne, c'est en même temps un réseau social, il y a des choses qui sont irrésistibles sur les plateformes, des choses qui sont effectivement extraordinairement pratiques. Donc, il y a une partie de la tâche des acteurs de l'ancien monde, je vais dire, sans préjugés, sur le fait de se mettre à niveau en termes d'outils pour au moins avoir déjà ça. Et en plus, on fait mieux et on fait plus. On fait quelque chose qui est plus singulier, plus humain. On entretient des liens, justement, comme me disait Mathieu, sur des carrières qui vont durer. On apporte quelque chose qu'on ne trouve pas, qui est... parce que quand on est derrière son écran dans une plateforme, on est seul. On est seul, on n'a pas de conseils, on ne sait pas comment pricer quand on est freelance. On sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comment se positionner bien, surtout quand on débute. Et en fait, il y a plein d'accompagnements qu'on aimerait avoir. Donc, du coup, on est dans une logique servicielle beaucoup plus forte, beaucoup plus renforcée, une logique de lien singulier. Effectivement, il ne faut pas être traité comme une ressource.
Et je pense que c'est là qu'est le grand enjeu. C'est-à-dire que les acteurs qui parviendront à apporter ce plus-là, côté candidat comme côté entreprise, en fait, ont encore un boulevard devant eux. En termes de marché, il y a encore beaucoup, beaucoup d'opportunités. Oui, c'est ça, c'est que le rôle aussi du cabinet de recrutement, comme il y a une proximité avec le client qui est plus forte qu'une plateforme, et du coup il y a une capacité à évangéliser les bonnes pratiques de collaboration avec les freelances, qui fait que le freelance, une fois qu'il est dans l'entreprise, il sait qu'il va avoir affaire à des personnes qui dans l'entreprise savent comment il va fonctionner, savent pourquoi il est là, savent comment le télétravail par exemple, et savent le mode projet, et du coup il y a tout un rôle d'évangélisation aussi auprès des clients qui est beaucoup plus simple à faire parce qu'il y a une proximité que n'ont pas les plateformes avec les clients. Ce qui est marrant, c'est que les plateformes, en fait, le font aussi. Les plateformes se transforment en cabinet et en agence. Parce qu'en réalité, derrière, ce qu'ils recrutent massivement, c'est des commerciaux qui nouent des liens singuliers et forts avec des clients. Ensuite, ils recrutent en fait à la main. Ce qu'on croit être totalement automatique. C'est un passage, comment dire, c'est comme ça qu'on s'inscrit, etc. Mais concrètement, en fait, ils font du commercial, ils font du recrutement, et ils essaient de le faire, mais ils n'ont pas encore autant de moyens que des acteurs qui ont des agences physiques, des lieux, qui ont des gens qui ont fait ce métier depuis longtemps. Donc là, il faut aussi capitaliser sur un atout, plutôt que voir ça comme un fardeau. Il y a aussi des atouts à valoriser, et eux, il faut qu'ils fassent encore pas mal de levées de fonds pour arriver à avoir les mêmes moyens en réalité. Ouais. Merci.